Bien, bonjour à toutes et à tous, enfin bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence Régulation et interconnectivité pour une prise en charge optimisée. Alors régulation, je le dis tout de suite, régulation médicale, mais aussi centre de traitement des alertes, donc au sens large l'utilisation du mot régulation. Et vous allez découvrir, très rapidement d'ailleurs, qu'il y a derrière cette terminologie plusieurs métiers, plusieurs missions, plusieurs fonctions. On va en parler aujourd'hui. Sur cette table ronde, dans l'ordre de gauche à droite, Monsieur Nicolas Tondelier, qui est assistant de régulation médicale et puis membre de l'UNARM, le lieutenant-colonel Éric Giroux, qui est animateur de la commission des systèmes d'information et communication au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le capitaine David Vigier, qui est chef de section SIOP à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et puis enfin, vous m'excuserez mais je vais l'écorcher, Monsieur Olivier Nianuis, qui est responsable département Suisse romande et Tessin à l'Interassociation de secours et qui nous vient donc de Suisse. On va commencer cette table ronde va être articulée autour de deux temps. Un premier temps sur les opérateurs qui travaillent et qui rendent le service ou qui rendent les services dans les plateformes de régulation médicale, dans les CTA CODIS. Et puis un second temps autour de l'articulation entre ces plateformes et alors de la nécessité, quelle nécessité d'articulation, et puis surtout, puisque je pense que la nécessité d'articulation, tout le monde est plus ou moins convaincu, des modalités d'articulation. Comment articule-t-on ces plateformes entre elles? Quels sont les moyens? Je ne parle pas forcément d'outils, mais quels sont les moyens qui permettent cette articulation? Monsieur Tondelier, je vais commencer avec vous. Je vais vous poser une question assez simple en définitive. La réponse sera peut-être un petit peu plus compliquée. Un assistant de régulation médicale, comment devient-il assistant de régulation médicale? Et puis j'irai un petit peu plus loin. Quel est son métier? Éventuellement, quelles sont ses, non pas ses difficultés, mais peut-être quelles sont les modalités d'emploi actuellement? Les assistants de régulation médicale, anciennement permanenciers de SAMU, sont des agents hospitaliers qui sont recrutés par les établissements, soit directement, soit après un cursus de formation qui est donné par, pour le moment, 2 instituts de formation en soins infirmiers, l'un sur Paris au lycée Rabelais et le second Valentine Labbé en région lilloise. Donc c'est un cursus de formation qui dure sur une année et qui se compose d'un certain nombre de modules associés à 5 semaines de stage. Le premier, 10 stages de découverte, et le second de 4 semaines dans un SAMU de la métropole. Donc les différents établissements sièges de SAMU peuvent recruter soit des gens qui sortent de cette formation, soit des gens qui ont candidaté directement auprès de l'établissement. Donc voilà, c'est un statut d'agent hospitalier récemment réévalué en catégorie B, anciennement catégorie C. Alors, est-ce que ces assistants de régulation médicale, lorsqu'ils rentrent dans un SAMU, alors je suis parisien, je vais prendre l'exemple du SAMU 75, est-ce que lorsqu'ils ont passé quelques années au SAMU 75 et que pour des raisons familiales ou autres, ils décident de changer de département, est-ce que le fait d'être assistant de régulation médicale, d'avoir cet emploi, ce métier, est-ce que ça leur permet de muter dans un autre département, au sein d'un autre SAMU, de manière évidente, ou est-ce qu'il y a une surcouche de formation ou une surcouche de compétences complémentaires à acquérir? Si un établissement souhaite effectivement recruter un assistant de régulation médicale qui a déjà expérimenté dans un autre SAMU, il y a toujours un parcours de formation interne qui peut être d'une durée variable. Chaque SAMU ayant une culture particulière, une culture locale, départementale en tout cas, avec des pratiques qui peuvent varier, en particulier sur les relations avec les partenaires et la connaissance du département. Donc il y a toujours un cursus de formation complémentaire nécessaire. Ce cursus, il est également dépendant de l'outil, j'imagine, puisque on va le voir, mais c'est un secret pour personne. Il n'y a pas d'outil unifié aujourd'hui, SAMU, il n'y a pas un outil de régulation médicale, un logiciel, pour utiliser ce terme-là, un logiciel de régulation médicale unique. Non, il n'y a pas de. Il y a 5 outils actuellement en fonction, donc chacun
développés par des industriels depuis un certain nombre d'années, d'autres plus récents, donc qui répondent à des besoins effectivement plus récents, plus actuels, dirons-nous. Donc oui, il y a une grande part de formation à l'outil, une dextérité nécessaire pour appréhender cet outil et le maîtriser, puisque, comme on l'a dit ce matin, en centre de régulation, la rapidité des tâches est quand même une base essentielle. Très bien, donc on voit un temps non négligeable de formation pour un assistant de régulation médicale. Dans son métier de tous les jours, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots les différentes fonctions de l'assistant de régulation médicale et qu'est-ce qui fait la spécificité de ce métier, si ce n'est, puisque ça ne se résout évidemment pas à décrocher un téléphone, quelle est l'intelligence, entre guillemets, ou quelles sont les capacités nécessaires pour être un bon assistant de régulation médicale et donc quelles sont les compétences qui sont acquises pendant ce cursus de formation ? Beaucoup de questions en une seule. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une spécialité. Pendant qu'on discute, j'ai d'ailleurs des collègues qui sont en train de rédiger le référentiel des compétences liées au métier avec l'aide de la société savante SFMU. Le travail qui est demandé au l'assistant de régulation médicale, c'est effectivement de décrocher l'appel, de le localiser précisément. Donc on est sur le tronc commun avec tous les services de secours, c'est-à-dire la localisation précise, le téléphone, l'adresse la plus précise possible, l'identité et la qualité de l'appelant, l'identité du patient ou de la victime, et ensuite un interrogatoire qui correspond à des algorithmes de procédure interne pour définir le degré d'urgence et la gravité de l'appel. Voilà la première étape de son travail. Secondairement, il va en référer au médecin régulateur. Alors je dis secondairement, il va en référer parce que là, encore une fois, sur l'ensemble des centres de régulation français, les pratiques peuvent varier. Je ne souhaite pas pour le moment là rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs types de procédures qui existent de façon à ce que l'appel puisse avoir une décision appliquée. Le travail de l'assistant de régulation médicale ensuite va basculer vers la mise en œuvre des moyens correspondant à la décision qui a été prise. Donc, l'envoi de partenaires, un conseil simple ou alors l'orientation vers la médecine dite de ville, la permanence des soins. Très bien. Colonel Giroux, je vais pas faire un... Je vais pas avoir l'affront de vous dire même question. Non, il est allumé, ouais. Il est allumé. Quid de cette étape de formation ou cette étape d'accession au rôle d'opérateur CTA CODIS dans les SDIS ? Dans la majorité des cas, les opérateurs des CTA CODIS arrivent à cet endroit-là dans un élément de cursus de leur carrière. Les derniers textes qui sont parus en fait les amènent à être au CTA à partir des grades de sous-officiers. Donc ils ont quand même un des premiers éléments, c'est qu'ils ont une expérience opérationnelle, ou ils sont censés l'avoir. Ensuite, effectivement, les cursus de formation se basent sur deux aspects. Un aspect culture nationale, aspect national à la fois sur la partie réglementaire, alors tout ce qui va être commandant des opérations de secours, le directeur des opérations de secours, les règles du jeu de la régulation, le référentiel secours à personne, aide médicale d'urgence, etc. Et puis une connaissance d'un certain nombre d'outils qui sont développés au niveau national. Je vais juste citer le réseau radio par exemple, ou l'interopérabilité des gestionnaires de voix radio qui commence à se mettre en place. Ensuite, au niveau local, donc il y a deux modules nationaux, 2 modules locaux, en principe sur un peu les mêmes items, mais cette fois adaptés à la situation départementale, règlement opérationnel, schéma directeur d'analyse et de couverture des risques, avec tout ce que ça impose et ce que ça compose, qui revient un petit peu à ce que disait mon collègue, c'est-à-dire la culture locale telle qu'elle a été validée par les conseils d'administration et le préfet. Et puis la connaissance de l'outil, puisqu'effectivement, alors, à 5 outils, les services départementaux d'incendie et de secours sont sont essentiellement à 4. Il y a 4 grandes sociétés prestataires de services. Il y a quelques services d'incendie et de secours qui ont développé leur propre système, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Il y a vraiment 2 opérateurs qui se partagent le métier. Mais il n'empêche que dans la souplesse de paramétrage, à quelle population de pompiers, entre le Val d'Oise où on va avoir essentiellement des personnels de garde professionnels, volontaires, mais
avec un taux d'activité qui nécessite d'avoir des gens tout le temps en caserne, et un département de l'Auvergne qui, lui, va avoir des opérations beaucoup moins fréquentes et qui va avoir plutôt des gens qui sont à l'extérieur des casernes qui vont devoir rejoindre. Il y a évidemment des adaptations et les outils tiennent compte de ces adaptations, donc il faut apprendre ces parties-là. Et puis en plus, ensuite, c'est complété dans la très grande majorité des cas par une période dite de doublure où effectivement, pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, les opérateurs vont décrocher progressivement, de plus en plus de manière autonome, des appels sur l'ensemble des missions qui sont les nôtres, du secours à personne au secours routier, du risque technologique aux incendies, effectivement, sur l'ensemble du panel de ce qu'on fait. Et le métier d'un pompier, enfin, l'activité d'un pompier qui a donc déjà eu une expérience opérationnelle et qui ensuite travaille en CTA CODIS, c'est une finalité dans sa carrière ou c'est un point de passage vers autre chose? Alors, c'est pas un point de passage obligé. Les effectifs sont tels que tout le monde ne peut pas forcément passer au CTA CODIS. Mais effectivement, c'est souvent aussi des étapes par rapport à une carrière où on passe de la connaissance de son territoire. Alors, dans la formation tout à l'heure, j'ai pas remis la couche de la connaissance territoriale des principaux, enfin des axes. On apprend les axes, les gares, les voies de circulation. Enfin bon, peu importe. Donc pour revenir à la question, c'est aussi un passage du local au départemental où on prend un petit peu de hauteur par rapport à l'ensemble des missions, à l'ensemble des problématiques de chacun, et qui souvent, en bout de course, le chef de salle est quelqu'un qui devient officier. Et donc, derrière cette fonction d'officier, bien souvent, il retourne sur le terrain pour commander un centre et prendre des responsabilités avec une vision plus départementale. Donc ça a aussi cet intérêt-là. Avant de passer la parole au capitaine Vigier, Monsieur Tondelier, quid de l'évolution des ARM dans leur carrière? Fait-on carrière comme ARM aujourd'hui? C'est une profession où effectivement la durée de service est malheureusement plutôt courte en ce moment. On est sur des carrières de 5 à 6 ans, mais il y a aussi des anciens, heureusement, ce qui représente quand même une certaine stabilité pour les services. Et puis, il représente également une source, un pilier de formation, comme l'a indiqué le colonel, puisque, effectivement, suite à la formation initiale, on confie les nouvelles recrues, bien évidemment, aux plus anciens pour assurer un certain tutorat pendant une période donnée. Les discussions en cours sur la reconnaissance professionnelle que nous menons actuellement visent à définir effectivement des suites possibles de carrière où on pourra à ce moment-là proposer aux plus anciens des postes de coordonnateurs pour gérer le plateau, la salle, et puis je dirais vers la fin des postes de superviseurs, donc des fonctions à la fois d'encadrement, une notion de personne ressource pour les autres acteurs du plateau. Voilà pour l'essentiel. Mais on assiste plutôt à effectivement des changements professionnels en cours de formation. Voilà. Capitaine Vigier, comment devient-on opérateur CTA à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris? Est-ce qu'on est sur quelque chose... Alors si je résume un petit peu les deux présentations qu'on vient d'avoir, on a des gens qui n'ont pas d'expérience opérationnelle SAMU qui décident d'embrasser la carrière d'assistant de régulation médicale par une formation initiale, doublure, et puis ensuite qui travaillent donc en régulation médicale. Et puis côté SDIS, on a plutôt un autre profil avec des gens qui ont une expérience opérationnelle et qui, dans leur carrière, font un passage au CTA CODIS. Comment ça se passe côté brigade des sapeurs-pompiers de Paris? Je vais vous faire une réponse à deux niveaux. En fin de compte, à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, nous travaillons sur le concept de la plateforme d'appel d'urgence. Depuis le 18 janvier, nous travaillons avec la police, donc au sein d'un même CTA. C'est un chantier qui est mené depuis plusieurs années. Et nous menons depuis 2 ans donc, ce que l'on appelle l'expérimentation du débruitage sur le 112. C'est-à-dire que le principe était de faire prendre connaissance aux opérateurs du CTA les demandes de secours qu'ils devaient réellement instruire et de retirer toutes les pollutions et les appels qui arrivaient de manière injustifiée au CTA.
En allant plus loin, a été créée donc la PFAU. Cette PFAU, on se retrouve avec deux salles. Une salle de réception des appels, une salle de traitement des appels. Dans cette salle de réception des appels, l'objectif de l'opérateur est de déterminer s'il y a une demande de secours ou pas au téléphone. Cet opérateur n'a pas besoin d'avoir une qualification métier approfondie. Il est formé, et si demande de secours il y a, il passe l'appel vers la salle de traitement de l'appel. Cette salle de traitement de l'appel fonctionne exactement de la même manière qu'un centre de traitement de l'alerte que dans les CODIS, chez nos camarades. On a 3 niveaux de responsabilité, un opérateur, un chef de table, un chef de salle. Chaque niveau de responsabilité correspond à un niveau de formation. Tous ces opérateurs, enfin toutes ces personnes qui travaillent par contre dans la salle de traitement des appels, c'est-à-dire ceux qui vont traduire la demande de secours en réponse opérationnelle ou autre réponse s'il n'y a pas de nécessité d'engager des secours, sont tous des gens qui sont issus du terrain et qui ont été formés à la fois sur le plan humain et technique à la réponse du traitement de l'appel, enfin au traitement de l'appel et à la réponse opérationnelle qui doit être donnée. Les grades vont de caporal-chef à adjudant-chef. Voilà. C'est un point de passage également pour eux, pour ces personnels. C'est un point de passage dans une carrière de la BSPP ou c'est un aboutissement? Est-ce qu'il y a des gens qui font carrière au CTA? Alors, enfin, le centre de traitement de l'appel n'est pas un point de passage obligatoire. Il est bien souvent la voie qui se trace pour quelques-uns parce qu'effectivement, il se révèle une passion pour ce domaine, parce qu'en centre de secours, ils ont approché un petit peu cette dimension de réception des demandes ils ont été ce qu'on appelle stationnaires, c'est-à-dire qu'ils ont été en fin de compte la partie celui qui reçoit l'ordre de départ qui est émis par le CTA pour engager les secours sur le terrain, et puis il se dit j'aimerais bien un jour être de l'autre côté de la barrière. Donc on a ces gens-là qui effectivement se découvrent une voie, et puis il y a ceux qui ont eu un accident de parcours dans leur vie, qui n'ont plus forcément l'aptitude médicale pour pouvoir servir encore sur le terrain et pour lesquels ça constitue une excellente opportunité de pouvoir mettre toutes leurs compétences au profit de l'institution et de la population. Colonel Giroux, vous vouliez reprendre la parole? Oui, simplement, parce que dans les propos, ça peut avoir l'air d'être un passage logique et obligé. Je pense que du côté des SAMU, c'est pareil. Il y a quand même une forme d'aptitude à gérer le stress de quelqu'un qu'on a au téléphone. Et c'est pas aussi communément répandu qu'on peut le penser. C'est vrai que les sapeurs-pompiers, avec de l'expérience opérationnelle, ont une image avec un peu de retrait par rapport à ce que la personne est en train de vivre, donc ne se laissent pas forcément aller dans le pathos et pour le coup, qui perdraient leurs moyens. Je renvoie à ce que le conférence précédent évoquait sur les secouristes qui sont intervenus sur le CAR en Suisse. Mais ça n'est quand même pas quelque chose que tout le monde fait avec facilité, avec aptitude. Et c'est pour ça que chez nous, c'est pas non plus forcément quelque chose qu'on fait toute sa vie si on n'a pas des vraies aptitudes. C'est ce qui est important de préciser, il me semble. On a vu avec vos trois descriptions que les métiers d'assistant de régulation médicale ou d'opérateur CTA CODIS ou d'opérateur CTA BSPP étaient des métiers qui avaient... alors, la BSPP est un petit peu à part puisqu'elle a un CTA unique pour réguler les appels. Unique, je veux dire, en termes de régulation d'appels BSPP sur la région parisienne. Tout à fait. Nous gérons l'ensemble des demandes de secours provenant du 75, du 92, du 93, 94, c'est-à-dire Paris, la petite couronne, en un seul point unique que l'on appelle le centre opérationnel Champéry. Donc on voit que dans les différents métiers, la part de particularité départementale ou de particularité régionale est importante, qu'il y a un tronc commun de formation côté ARM ou côté SDIS qui est existant, et puis qu'ensuite il y a une couche spécifique aux outils,
spécifique à la région dans laquelle on travaille et puis spécifique à la manière dont les services sont administrés par rapport aux risques spécifiques, par rapport aux spécialités. Monsieur Nienhuis, quid du modèle suisse? On sait que la Suisse est une confédération composée d'un certain nombre de cantons. En plus d'avoir des particularités régionales, je veux parler de particularités géographiques avec des zones de montagne, avec des zones de plaine. On a aussi des particularités en termes de langues utilisées, puisque la Suisse a 4 langues officielles, si je ne m'abuse. Comment les assistants... Alors, d'abord, comment s'appellent-ils, ces opérateurs dans les plateformes de traitement des appels? Est-ce que ce sont des assistants de régulation médicale? Est-ce que ce sont des opérateurs de traitement de l'alerte? Je ne sais pas. Comment s'appellent-ils? Comment sont-ils formés? Et puis, y a-t-il autant de disparités sur un territoire un peu plus petit que la France en définitive, mais avec des particularités régionales visiblement assez marquées? Alors, pour commencer, en Suisse, nous avons un numéro de téléphone qui est un peu différent. Ça veut dire qu'en fait, on a un numéro de téléphone qui est le 144, auquel aboutissent normalement tous les appels sanitaires ou des problématiques de santé. On a un numéro 118 pour toute la problématique pompiers, et puis un numéro 117 pour la problématique police. Et ces 3 centrales, depuis toujours, ont une interconnectivité, outil dont on va parler tout à l'heure, et qui fonctionne déjà instantanément. Je donne un petit exemple. Dans des centrales 144, on utilise les caméras de surveillance, par exemple, pour déterminer à l'avance ou savoir à l'avance quels sont les moyens à engager, du moyen sanitaire typiquement, et c'est des échanges entre les différentes centrales. Jusqu'à maintenant en Suisse, et ça tombe bien, le régulateur ou l'opérateur ou le centraliste, parce qu'il n'avait pas de nom, était toujours quelqu'un en fin de carrière. Ça veut dire qu'on récupérait les personnes qu'on ne savait plus placer dans d'autres endroits, et puis on les utilisait derrière un téléphone. Et puis là, derrière, il y a eu une réflexion de la part de ces 3 partenaires, en se disant, mais en réalité, ce n'est pas le profil de la personne dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un retraité, on a besoin plutôt quelqu'un de jeune. Et puis en plus, on a besoin qu'il ait un certain nombre de qualités, puis pas forcément celles du terrain. Et ça, c'était aussi une réflexion ouverte, de se dire, mais est-ce qu'il faut vraiment qu'il ait un vrai bagage complet de terrain pour être un bon régulateur? Et puis là aussi, on est tombé d'accord enfin sur la terminologie. Et on est plus du côté du régulateur parce qu'on n'a pas de supervision médicale instantanée comme vous la pratiquez chez vous. On a une supervision médicale sur les algorithmes et les protocoles que les centralistes utilisent. Donc là, il y a en permanence une supervision médicale de manière à justement que les actions qui sont effectuées soient toujours en direction du patient et fassent en sorte d'améliorer évidemment son devenir et qu'il soit orienté dans le bon établissement. Le prérequis décidé à l'heure actuelle pour être régulateur dans une centrale 144 était d'avoir une formation d'ambulancier, que j'ai décrite ce matin, qui est une formation d'école supérieure de 3 ans et qui donne un certain nombre de compétences beaucoup plus larges, et ou infirmier. Et là aussi, la réflexion a été ouverte, se dire est-ce que c'est vraiment un élément de prérequis et quel niveau, à quel niveau est-ce qu'on va situer en fait ce prérequis médical? Le prérequis médical retenu aujourd'hui est toujours le même, c'est-à-dire ou ambulancier formé et abouti et diplômé, ou infirmier abouti et diplômé aussi. L'expérience professionnelle, par contre, de terrain n'est plus du tout requise, puisque les algorithmes sont suffisamment précis et fabriqués par des gens de terrain et qui permettent justement de limiter les actions et de les endiguer de manière à ce qu'elles correspondent aux moyens qu'on va retrouver sur le terrain. Et puis on a décidé d'en faire en profession. Ça veut dire qu'en fait les 3 partenaires ont décidé de se rendre compte qu'il faut les former particulièrement et en créer une profession parce que c'était aussi pour les revaloriser, puis ainsi attirer quelques jeunes et des gens qui feraient carrière dans ce domaine. Et donc on vient de commencer, puisque cette année-ci, on a 2 formations pilotes qui vont se faire, de régulateurs. Et j'insiste sur le terme de régulateur parce qu'il a le pouvoir de déclencher tous les moyens seul. Donc il n'y a pas de supervision, il n'y a pas un supérieur qui doit prendre des décisions, c'est le régulateur, que ce soit celui du 144, c'est-à-dire celui qui est sanitaire, que ce soit celui de la police ou que ce soit celui des pompiers. Les 3 ont ce même pouvoir équivalent de déclenchement dans tous les secteurs.
Ça veut dire que le régulateur du 144, enfin le régulateur qui travaille dans une centrale 144, peut déclencher seul des moyens qui relèvent de la police ou des moyens qui relèvent des pompiers, et réciproquement pour les trois plateformes. Absolument. Et aussi déclencher des plans beaucoup plus de grande ampleur, c'est des plans catastrophes. Ce qui a été exprimé un tout petit peu par mon collègue tout à l'heure dans le cadre de l'accident de Sierre, c'est ce qui réduit en fait, on va dire, l'appel et l'opérationnel. Ça veut dire qu'en fait, on recherche à l'heure actuelle en Suisse d'être efficient au niveau du moment où la personne appelle et du moment où le moyen arrive sur place. Ça, c'était pour nous un indicateur de qualité. Et nous sommes en train de les mesurer depuis plusieurs années. Nous avons à l'heure actuelle, en fait, l'efficience de 10 secondes pour que le moyen soit sorti et 90 secondes pour que l'ensemble du dispositif soit sorti des hangars et soit donc en direction de l'événement. Et l'idée, c'est de réduire ces temps au maximum. Et donc, on travaille, en fait, en orientant surtout sur l'efficience des décisions, des aides à la décision. On appelle ça des systèmes d'aide à la décision, en fait, chez nous en Suisse, et qui permettent justement à ce que l'opérateur ait tous les instruments en main pour très rapidement réussir électroniquement à déclencher l'alarme dans les différents partenaires. Il y a le social qui vient se rajouter là-dessus, hein, parce que de nouveau, c'est peut-être assez moderne chez nous, mais c'est assez ancien chez vous, je le sais. Mais nous commençons à rajouter aussi ce volet social avec la problématique, toutes les problématiques qui viennent avec, qui sont, à mon avis, encore au moins l'objet d'une autre discussion, puisqu'il ne s'agit plus d'urgence proprement dit, mais par contre, il s'agit quand même d'une situation qui doit être réglée dans des délais raisonnables. Et donc, on est de l'ordre de quelque chose aussi qui appartient peut-être à ce genre de centrale. Vous avez expliqué que le prérequis pour être régulateur dans une centrale, que ce soit la 144, la 118 et la 117, enfin, pour la 144, le prérequis, c'est infirmier ou ambulancier diplômé. Il y a une couche de formation complémentaire pour être opérateur ? Alors, il y a des couches internes. C'est que des couches internes jusqu'à maintenant. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de les prendre en commun. Et nous allons l'expérimenter avec 2 cours pilotes. L'idée, c'est en fait de former ces personnes-là théoriquement, donc avec un bagage théorique. L'autre aspect, c'est les mettre en situation, donc de travailler un tout petit peu l'aspect décisionnel. Et puis la dernière, c'est évidemment la technologie, avec des systèmes aussi qui sont malheureusement, comme un peu partout, je le crois, dans le monde, très différents et forcément ouverts à des marchés nouveaux aussi, et donc évolutifs en permanence. Donc à partir du moment où on a choisi, on va dire, un appareillage en quelque sorte, eh bien forcément on a le risque que quelques années après il faille reformer l'ensemble du personnel. Donc la formation sur l'appareillage utilisé, on va dire, n'est pas une priorité. L'idée, c'est vraiment d'avoir un tronc commun. Et puis à l'heure actuelle, on commence que par des régulateurs sanitaires, avec dans l'idée de fabriquer des modules supplémentaires ou différents, de manière à faire rejoindre en fait la police et les pompiers aussi dans ce même cursus professionnel. Et surtout à l'heure actuelle, on va dire examen professionnel. Voilà. En Suisse, alors si je ne m'abuse, je n'ai pas révisé mes fiches correctement, il y a 26 cantons en Suisse, c'est bien ça ? Absolument, au demi-canton. En tout cas, c'est 26 institutions, et c'est là où il faut comprendre, parce que c'est l'extrême démocratie. Ça veut dire qu'en fait, il y a 26 institutions qui ont le droit de choisir leur manière à eux de gérer la santé et la sécurité en général. D'où la vraie difficulté, ça veut dire qu'en fait, nous sommes dans la situation où on doit mettre d'accord 26 partenaires au moins différents, parce que si je descends un tout petit peu dans les étages, vous avez aussi des généraux et différentes instances qu'il faut encore adopter. Mais sur le principe, en fait, la vraie difficulté, c'est de rejoindre ces 26 personnes différentes et les mettre à peu près d'accord. Et là, on commence aujourd'hui, contrairement à la formation d'ambulancier, par exemple, contrairement à d'autres formations, la formation d'infirmier aussi, qui a eu quelques difficultés au départ. Aujourd'hui, avec la formation de régulateur, on commence directement à faire une formation commune à ces 26 entités. Ils sont d'accord déjà de démarrer directement avec une formation commune. Et alors, s'il y a une formation commune pour les régulateurs dans ces 26 cantons ou demi-cantons, combien trouve-t-on de centrales 144 ? Une centrale unique pour l'ensemble de la Confédération, ou alors une centrale par canton ou par demi-canton ? Alors c'est le rêve d'avoir une centrale unique. Faites-les
tomber d'accord, ces 26 personnes pour avoir une centrale unique, c'est juste impossible. Donc on est de l'ordre de 15 centrales à l'heure actuelle pour le sanitaire. Ces 15 centrales sanitaires, en fait, parce que c'est un peu plus mon domaine, donc je peux difficilement vous parler de tous les autres domaines de la police et des pompiers. Il faut savoir qu'en Suisse, les pompiers ne font pas de transport de patients, hein, en quelque sorte, sauf quelques exceptions, mais c'est souvent des brigades séparées, donc ils dépendent directement de la problématique santé. Et puis, ils sont surtout raccordés à cette centrale 144 qui, elle, gère en fait l'entier des moyens sanitaires ou de santé. Hein, parce que je n'aime pas tellement le terme de sanitaire. Et alors, vous parliez d'interconnectivité, ça a été un des aspects de votre propos. Si je comprends bien, enfin si nous comprenons bien, interconnectivité, alors je vais dire totale, et ça va sans doute vous faire rebondir, entre les centrales 144 entre elles et entre les centrales 144, 118 et 117 également ? Absolument. On va même parler de redondance, puisque en réalité, elles sont interconnectées électroniquement en permanence. Ça veut dire qu'il y a des bilans, on va dire, électroniques qui sont en permanence. On a parlé, par exemple, d'un journal qui se fait au niveau d'Internet, avec tous les éléments quotidiens qui sont énumérés et puis qui permettent à tous les partenaires de savoir à quoi est-ce qu'on en est à un moment donné, et ça en permanence. Et puis ensuite, eh bien, l'interconnectivité, c'est aussi parce qu'on n'utilise plus le téléphone et on décroche plus le téléphone pour dire j'ai besoin d'un camion de pompiers pour telle ou telle situation. Donc dans ce sens-là, on a une vraie avance parce que c'est un bouton qu'on pèse et ça veut dire il y a un camion de pompiers qui sort. Et donc on a une interconnectivité purement électronique. Il n'y a plus de conversation entre les services. Mais je vais vous dire que dans le terrain, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on parlait aujourd'hui de tablettes et d'électronique qui établit les statuts avec un système GPS de positionnement. Eh bien, c'est un système qui fonctionne déjà depuis longtemps en Suisse, puisqu'on élimine progressivement en fait, toutes les conversations qui sont, je le rappelle, des vraies pertes de temps, puisqu'il faut se comprendre quand on converse. Tandis qu'électroniquement, quand on écrit un mot, tout le monde comprend la même chose. Et ça va beaucoup plus vite, en fait. Donc on est déjà dans cette position où les messages sont transmis électroniquement, sous forme de texte, et plus sous forme de conversation. Donc là, je pense qu'il y a un vrai gain au niveau temps. Très bien. On va passer à la deuxième partie de cette conférence. On a, alors, sauf s'il y a des questions dans la salle, sur les métiers, sur l'emploi des opérateurs, que ce soit des assistants de régulation médicale ou des opérateurs CTA Codis. Non. Je vais inviter Monsieur Tondelier à rejoindre le premier rang. On va faire les chaises musicales. Colonel Giroux, je vais vous garder avec moi. Monsieur Nianuis, je vais également vous inviter à rejoindre le premier rang. Et puis je vais accueillir à cette nouvelle table le docteur François Braun, s'il vous plaît. Monsieur Sébastien Bachem, je vais vous présenter. Monsieur Franck Pilorget et puis Monsieur Patrick You, s'il vous plaît. Non, je vais me déplacer, regardez. Prenez ma chaise, je vais aller en chercher. Je vais rester debout. Allez-y. Je ne vais pas vous voler l'utilisation des fauteuils. Alors, messieurs, je vais vous présenter, je vais prendre un ordre tout à fait aléatoire. Monsieur Sébastien Bachem, qui est assis tout à l'extrémité là-bas, qui est directeur du projet SI SAMU à l'ASIP, donc l'agent des systèmes d'information partagés santé. Le capitaine Vigier qu'on a déjà vu, le colonel Éric Giraud qu'on a déjà vu, le docteur François Braun qui est président de SAMU Urgence de France, qui est également médecin à Metz au SAMU. Franck Pilorget, pardon, excusez-moi, qui est infirmier-chef et qui est président de l'ANISP, l'Association nationale des infirmiers et sapeurs-pompiers. Et puis enfin, monsieur Patrick You, juste à ma gauche, qui est ambulancier et gérant, en l'occurrence, d'assistance ambulance. On a fait un tour d'horizon des métiers, on s'est rendu compte qu'il y avait des particularités, on a parlé un tout petit peu d'interconnexion, on a entendu l'ensemble des interlocuteurs, on a parlé que dans l'emploi, dans le métier, soit d'opérateur CODIS, soit d'assistant de régulation médicale, il y avait à un moment donné la sollicitation des partenaires. Alors on connaît évidemment le partenariat SAMU pompiers sur le terrain. Je vais donner la parole en premier lieu à Patrick Hughes sous la forme d'un témoignage, puisque Patrick est ambulancier, c'est un partenaire dont on n'a pas encore beaucoup parlé. Vous travaillez en région nantaise, oh là, je suis fatigué, c'est compliqué. Et
vous travaillez conjointement, il y a eu une synergie qui s'est développée dans le temps, alors vous allez me corriger peut-être, qui s'est développée dans le temps, un rapprochement fort entre le SAMU d'une part, les ambulanciers d'autre part. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce partenariat et puis surtout quels ont été, les moyens de renforcer ce partenariat et puis ce travail conjoint et puis surtout, alors peut-être pas pourquoi, mais quel aboutissement, enfin quelle nécessité pour les sociétés d'ambulance d'une part et puis pour le SAMU d'autre part? On ne va pas refaire un historique complet de la Loire-Atlantique parce que c'est un vieux dossier. Hein. Il y a 30 ans de complémentarité entre le SAMU 44 et notre profession. Le SAMU 44 existe depuis 1977. Pendant longtemps, ça a été le plus petit SAMU de France par rapport à la population qu'il couvrait. Donc historiquement, il s'est appuyé sur certains partenaires. Donc effectivement, au fur et à mesure, notre profession s'est organisée pour répondre au mieux aux attentes du SAMU. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, 97% des sociétés d'ambulance adhèrent à un système qu'on appelle le central secours ambulancier, et avec un cahier des charges bien précis, tant sur le matériel embarqué, sur le type de véhicule, la catégorie de véhicule, et sur la formation du personnel. Donc cet outil est mis à la disposition du SAMU avec un coordonnateur. Alors l'intérêt pour nous, c'est que le coordonnateur, il est placé vraiment au milieu de la salle de régulation. Il a plus qu'un rôle de coordonnateur, il a aussi un rôle, on va dire, de veille, puisqu'il est chargé d'anticiper les éventuels points noirs de carence qu'on pourrait avoir. On a un littoral important, par exemple l'été, et quand, au fur et à mesure des engagements des moyens, le coordonnateur se rend compte qu'on risque d'être carencé, eh bien, il va décider de faire déplacer certains véhicules pour éviter ces carences. Alors là aussi, ça se fait complètement sur le bénévolat, mais tous les gens qui adhèrent à l'association acceptent ce deal. Alors, on a aussi la remontée des horaires, une passerelle informatique le fait entre le dossier patient et le système de déclenchement de l'ambulance. Donc à partir du moment qu'une ambulance est déclenchée, on sait à quelle heure elle est déclenchée, à quelle heure elle est en mouvement, à quelle heure elle arrive sur site, et à quelle heure elle repart et à quelle heure elle arrive au centre hospitalier. Tout ça sans intervention humaine, hein, c'est un système GPS qui remonte les données. Donc c'est fiable et ça a renforcé là encore notre position au niveau du SAMU. Donc en gros, voilà notre organisation. Maintenant, on travaille aussi sur un projet plus régional. On a pris exemple aussi sur ce qui se fait au niveau de la régulation médicale sur notre région, puisqu'il y a un projet RSA, on va en parler je pense tout à l'heure, c'est un projet un peu différent du vôtre, mais qui est le nôtre est un peu plus antérieur, enfin c'est pas le mien, c'est celui de la structure médicale, hein, du SAMU, puisqu'avec un partage de dossiers patients, on va prendre un patient par exemple qui est dans un département limitrophe, le 85, qui a un problème de santé sur le 44, le médecin du 44 peut avoir accès à ce dossier patient. Alors nous, on veut aussi, pour limiter le nombre de carences, qui est déjà relativement faible, on a moins de 3% de carences, travailler aussi sur ce type d'organisation. Donc les 5 départements ont le même système de déclenchement d'ambulance. Maintenant, le plus dur, c'est de travailler sur le cahier des charges qualitatif dans les autres départements, donc tant sur la formation que sur l'équipement, pour qu'on puisse déclencher une ambulance, par exemple, qui est en attente à Nantes, un patient de Vendée qui est les ambulanciers sont en attente à Nantes. Ce véhicule correspond au cahier des charges. Il peut être géolocalisé, là encore, pour réduire les délais d'intervention. Donc voilà notre système actuellement en place en Loire-Atlantique. À quoi ça sert? Parce que vous parlez de réduire les carences, mais à quoi ça sert pour les ambulanciers justement d'avoir adopté ces contraintes? Parce que ça peut être vu comme des contraintes d'avoir un coordonnateur bénévole, ça peut être vu comme des contraintes d'avoir des investissements en matériel ou en logiciel qui doivent être conséquents ou en tous les cas contraignants. Quel est l'intérêt pour les sociétés d'ambulance de faire ces investissements? Alors, l'intérêt est multiple. D'abord, au regard du patient,
On a 117 véhicules en Loire-Atlantique au jour d'aujourd'hui qui correspondent à ce qui est des charges. Alors d'une part, on a bien fait la différence en ce qu'on appelle entre la permanence de soins et l'urgence préhospitalière. Donc pour les ambulanciers, c'est quand même relativement motivant de pouvoir être à tout moment déclenché. Je prends dans les derniers arrêts cardio-respiratoires que nous avons récupérés, on en parlait ce matin, ils ont été à plus de 40 km de notre base pour notre structure, quoi, parce que c'était des véhicules en mouvement, donc c'est motivant aussi. Alors on le revoit, hein, de toute façon, on le voit nettement dans nos entreprises, on a très peu de turnover, parce que l'ambulancier fait vraiment son métier, quoi. Donc c'est là aussi l'intérêt, quoi. D'accord. Ce que vous présentez, j'entends deux volets dans l'interconnexion Antefittivo avec le SAMU. J'entends un volet qui passe par un humain, qui passe par une personne avec des compétences particulières, et puis j'entends des outils informatiques, de l'interconnectivité technologique. Je vais passer la parole, alors je ne sais pas dans quel ordre on va prendre la parole, peut-être vous, Monsieur Bachem, pour que vous nous présentiez vos travaux au niveau du SAMU et de cette interconnectivité entre... Alors, du projet de logiciel, alors vous allez me corriger évidemment, hein, mais de ce projet SAMU pour la création, si je crois bien comprendre, d'un outil unique de gestion de la régulation médicale. Voilà, absolument. Bonjour à tous. Le programme SI-SAMU, c'est un programme qui consiste à mettre en œuvre une solution technique unique à vocation nationale pour l'ensemble des SAMU, et permettant, par ce fait, par ce paradigme, on va dire, unique de cette solution, de pouvoir mettre en interconnexion tous les SAMU entre eux nativement et d'ouvrir le champ à des nouvelles coopérations, des nouvelles façons d'entraide, de pouvoir doter les SAMU d'outils de gestion de crise importants pour faire face à des crises d'envergure nationale. Donc c'est ça le paradigme. Concrètement, ça revient à remplacer dans les SAMU l'ensemble des infrastructures téléphoniques, applicatives, et on va reconstruire un système totalement nouveau pour répondre à ces éléments-là. Alors, système 100% SAMU, mais on n'arrête pas de parler d'interconnectivité, hein. Vous avez vu autour de cette table, on a la représentativité, j'allais dire, alors pour utiliser les mêmes termes que M. Nénuis, la représentativité sanitaire, et je vais restreindre entre guillemets la composante pompier à la partie sanitaire qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Comment on prépare l'interconnectivité avec, et on passera la parole ensuite soit à M. Braun pour la partie SAMU sur l'existant, soit aux représentants des SDIS, comment on prépare justement l'interconnectivité nécessaire avec les gens en charge du sanitaire en France? Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. La bonne coordination des informations et des acteurs est absolument essentielle et clé dans cette activité. Et du coup, la circulation de l'information est au centre des problématiques. Donc, le programme SI-SAMU travaille depuis son départ en discussion étroite avec l'ensemble des partenaires, bien évidemment avec les pompiers partenaires privilégiés. Donc dès 2013, de l'étude de faisabilité que nous avons conduit, on a eu l'occasion d'échanger avec des groupes de travail, avec les différentes entités du monde des pompiers. Et nous continuons en permanence à travailler avec eux. Les pompiers sont inscrits dans la gouvernance clé du programme ainsi que les autres acteurs, et nous allons définir effectivement tout un ensemble d'interfaces. Suivant la maturité des acteurs, il y a déjà des choses qui existent, notamment côté pompier avec la marque NF 399 et son groupe de travail dans lequel nous nous sommes impliqués. Nous participons aux côtés des pompiers à la définition et à l'évolution de ces normes-là. Donc, enfin, ce n'est pas une norme, c'est une marque en l'occurrence, mais vous me permettrez cette petite abus de langage. Par conséquent, oui, travailler avec les acteurs, c'est clé, et on en reparlera probablement peut-être en termes de conduite du changement, parce qu'effectivement, la clé de succès de ce programme, elle est moins technologique que finalement dans la capacité de rassembler les acteurs autour d'un projet commun et de travailler ensemble à la définition de ces interfaçages. Très bien, on y reviendra. Monsieur Dr Braun, pardon. Aujourd'hui, de multiples outils dans les SAMU de France. On l'a vu un petit peu avec M. Tondelier dans la présentation du métier d'assistant de régulation médicale.
un métier unique, mais une adaptation de ce métier au contexte régional. Est-ce que vous pouvez nous faire une espèce de point, alors peut-être pas un point de situation, c'est un peu grand, mais aujourd'hui, voilà, il y a cette multiplicité d'emplois pour une mission unique, et demain, on irait vers un outil unique. C'est une nécessité d'un point de vue opérationnel, ou c'est une évolution qui va permettre d'enrichir la réponse du SAMU ? Alors, merci de nous donner la parole dans ce débat. C'est assez intéressant de recentrer un petit peu les choses. Et effectivement, vous parlez de cette notion de métier. On va essayer de préciser un petit peu ce qu'est ce métier. Déjà, je pense on est ici parce que nous avons 2 services publics, nous avons 2 missions qui sont des missions différentes, une mission de secours, une mission de soins, mais qui, sur une certaine partie, se recoupent. Et finalement, on a une continuité entre le secours et le soin. On en a parlé déjà un petit peu ce matin. Il faut savoir quelle est un petit peu la granularité d'un peu de cette complémentarité. Grosso modo, 80%, je parle sous le contrôle des missions des sapeurs-pompiers sont maintenant du secours d'urgence aux personnes. Ça représente entre 15 et 20%, je dis entre 15 et 20 pour pas dire 18, mais quelque part c'est à peu près 18% des missions des SAMU. C'est-à-dire que les missions des SAMU, c'est certes cette interface avec nos partenaires de secours que sont les sapeurs-pompiers, mais c'est aussi beaucoup de choses en termes d'interface avec d'autres partenaires, avec les ambulanciers privés, avec les médecins généralistes, avec les toxicologues, avec les néonatologistes, etc. Donc on est dans ce cadre très précis de missions qui se superposent. Et dans ce cadre, on a bien vu dans la discussion tout à l'heure que quelque part, à la base, les métiers se rapprochent entre l'opérateur CTA Codis et l'assistant de régulation médicale. Ils se rapprochent sur la partie initiale d'identification de l'appel. Ils se rapprochent tellement que dans la circulaire secours à personne et de médical urgent dont on parlait ce matin, on avait défini déjà en 2008 cette notion de départ réflexe, de P0 pour les SAMU, puisqu'il y a une classification qui fait que l'assistant de régulation, on n'en a pas parlé, mais a la capacité de déclencher lui-même les moyens de secours également, en demandant au CTA, sans passer par le médecin régulateur. Donc on a déjà cette couche de réponse immédiate. Donc l'assistant de régulation, il a aussi un vrai rôle, une vraie responsabilité pour se rapprocher un peu de ce qui était dit par notre collègue suisse à ce niveau-là. Ensuite, nous avons un métier qui est un petit peu différent, et je reviens sur l'exemple suisse, parce que pour moi, il est caricatural et assez intéressant. Quand on entend que le qualitatif est lié au temps, je dirais oui, mais pas que. C'est-à-dire, nous, le qualitatif est certes lié au temps, comme le secours finalement, qui est lié au temps, mais aussi il est lié à la bonne prise de décision par le médecin régulateur. Ne pas envoyer des moyens en deuxième intention, par exemple, c'est considéré, en tout cas de notre côté, comme une mauvaise régulation initiale. Ne pas envoyer le patient dans la bonne filière de soins, qui peut générer des transferts secondaires après. Là aussi, on n'est pas uniquement sur une logique temporelle. Et je pense que c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire que nos façons de fonctionner ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il y a certes cette logique temporelle, mais aussi on a une logique qualitative qui est différente. Et l'assistant de régulation a toute sa place dans cette logique. Et d'ailleurs, si on prend le guide d'aide à la régulation en SAMU Centre 15, on voit qu'il y a des interconnexions pendant tout l'acte de régulation médicale entre l'assistant de régulation et le médecin régulateur, à différents niveaux. Tout ça pour dire que cette formation de l'assistant de régulation médicale est un corps finalement unique, un concept unique, qui est applicable partout en France. De la même façon, le médecin régulateur, son acte médical de régulation médicale, on peut le faire ici, je peux le faire demain dans le sud de la France, dans l'ouest, dans le nord, peu importe, ce sera toujours la même démarche médicale sur les mêmes bases. Il y a effectivement une adaptation à l'outil, à la réponse géographique, j'allais dire, au concept qui doit être faite, mais pourquoi y a-t-il cette adaptation? Parce que nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui les outils informatiques qui nous permettraient de s'en passer. C'est-à-dire que peu d'outils ont une cartographie pertinente, avec un accès au répertoire opérationnel des ressources sanitaires, etc. Si on avait cet outil, je dirais qu'un assistant de régulation aujourd'hui à Paris pourrait demain être à Metz, après-demain à Marseille, et aurait l'ensemble de ces éléments. Et c'est bien par le biais du système d'information SAMU qu'on va s'approcher de cette solution, ce qui va nous permettre d'avoir une réponse non seulement homogène sur l'ensemble du territoire, mais également une réponse qu'on va pouvoir suivre partout de la même façon. On va pouvoir avoir des personnels qui bougent s'ils ont envie de bouger sans avoir cette problématique de les reformer. Enfin, on est dans une logique vraiment de partage
de doctrine, de partage de connaissances, qui pour nous est une logique qui est tout à fait naturelle. Quand d'un point de vue médical, on fait un protocole quelque part, souvent il est à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, donc ça ne nous pose pas de problème. Donc pour nous, cette mise en place d'un système d'information unique au niveau de tous les SAMU, avec derrière, bien entendu, une doctrine qui est identique, avec des process qui vont être nécessairement identiques, même s'il y a des petites adaptations à la marge en fonction de certains territoires. Vous avez de la montagne, vous avez de la mer, vous avez etc., des axes autoroutiers ou pas, bien sûr, il y a des petites adaptations. Mais pour nous, il y a quelque chose d'extrêmement important et quelque chose de très structurant dans le devenir et dans l'avenir de la profession, de la plateforme de régulation médicale, où il y a effectivement des assistants de régulation, il y a des médecins régulateurs de différentes qualités, il y a des superviseurs de salle, etc. Enfin, il y a plusieurs métiers. Merci, docteur. Colonel Giroux, côté sapeur-pompier, enfin côté SDIS plus exactement, on reviendra après sur la BSPP, puis on regardera peut-être un peu plus en détail la plateforme unique qui va encore un peu plus loin, puisque là on interconnecte la police. Côté sapeur-pompier, est-ce qu'il y a des projets similaires au projet SI-SAMU d'unification de l'ensemble des SDIS au sein d'un même outil? Alors, des projets similaires, on est beaucoup plus balbutiant, puisqu'il y a quand même un cahier des charges national qui a été évoqué par la DGCGC. C'est vrai que je vais revenir sur la notion d'NF 399 et la certification. Depuis 2005, sont patiemment écrits par les sapeurs-pompiers, mais je réfute le fait que ce soit les sapeurs-pompiers qui soient les seuls acteurs, parce que SAMU de France est partenaire pratiquement depuis le début, avant même que la ZIP Santé ne s'engage dans cette démarche. Donc il y a, au moins dans un premier temps, cette démarche qui maintenant a plus de 10 ans, d'écrire tous les protocoles de communication entre les différents systèmes, de manière à ce une fiche bilan sapeur-pompier devienne bien s'insère dans un dossier patient SI-SAMU. Et pourquoi ça? Parce que, je lisais les chiffres ce matin avant de venir, une régulation, le passage par un opérateur de traitement d'alerte, quand on est dans une situation d'urgence, c'est 2 minutes 07. C'est pas forcément un facteur de qualité, et ça va bien au-delà de ça. On parle de localisation difficile ou ce genre de choses. Je vais peut-être laisser passer la bande-annonce. « 2 minutes 07. Une conversation pour transmettre une information au SAMU, à un SDIS voisin, à la gendarmerie, à la police, c'est 2 minutes supplémentaires. Éventuellement avec le passage de la fiche. Et si ça ne concernait pas le service incendie au départ, on est déjà à 4 minutes avant même d'attente pour la personne, avant même qu'elle ait traité. L'importance de ce que disait notre collègue suisse avec la transmission informatique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le référentiel a eu ce gros avantage, le référentiel SAP-AMU a eu ce gros avantage, c'est qu'il a quasiment mis le pied à l'étrier de tout le monde, d'au moins transmettre un minimum d'éléments, et qu'effectivement on amène les PARM, alors les ex-PARM qui sont les régulateurs SAMU, les opérateurs sapeurs-pompiers, quand la mission est arrivée chez un plutôt que chez l'autre, de ne plus avoir du tout à faire l'opération de requestionnement, etc. Ensuite, il faut savoir ce dont on parle. J'entends le docteur évoquer la différence des métiers. On parle de deux choses aussi un petit peu différentes les unes des autres. Il y a le traitement d'appel d'urgence, sur lequel notre position elle est assez claire, c'est qu'aujourd'hui la multiplication des numéros d'urgence fait que si je vous demande, vous avez affaire à un enfant blessé suite à une maltraitance dans une galerie de métro, qui c'est que vous appelez? Le 317 pour la RATP, le SAMU parce que c'est une personne blessée, le 119 pour les enfants maltraités, les sapeurs-pompiers parce que c'est eux qui risquent de venir en premier, et ainsi de suite. Ça génère quelque chose qui est diffus et qui est incompréhensible, et qui devient incompréhensible pour les gens qui nous appellent, à voir l'augmentation drastique qu'on a tous du nombre d'appels qui nous arrivent chez nous et qui vont chez les voisins. Il faut également voir, je vais confirmer les chiffres du docteur, 3 400 000 victimes prises en charge, 350 000 victimes
qui ont nécessité une médicalisation. On est dans les 10%. Hein, et la médicalisation, même si nos équipes de 3SM font de la médicalisation précoce, et parfois sont les seuls à le faire parce que le SAMU sont pris ailleurs, etc., mais passent la main aux collègues. C'est systématiquement une action qui est coordonnée avec le SAMU. Voilà pour les grands éléments. Après, il y a toute une autre série d'éléments. Je vais tirer à gros traits, mais enfance maltraitée, 115, 119, etc., qui effectivement n'ont pas forcément vocation à rejoindre le 112 unique que nous on appelle de nos voeux. Et ensuite, dans ce qu'on fait au niveau d'un traitement d'appel, il y a aussi des choses un petit peu différentes. Il y a au moins 3 étages. Le débruitage, qui est valable et qui est forcément important quand on commence à atteindre un certain niveau d'appel. Pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, vu la surface qui couvre, ça a été évident. Pour un département comme le Cantal, ça passe dans le reste. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est une phase, même si elle est minime, service par service, c'est quand même quelque chose. Il y a les 2 qualifications que je vais qualifier d'algorithmiques, qui est la localisation précise de l'événement ou de l'appelant et la détermination de la qualification de l'événement qui se passe, en fonction d'un algorithme que les protocoles qu'on passe avec les SAMU nous amènent de manière de plus en plus fine à élaborer de concert, hein, et qui permettent probablement aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin dans le fait d'engager les moyens des uns des autres, mais dans le respect de ce que sont chacun dans son métier. Après, il y a la 3e couche, qui est la couche métier à proprement parler, sur lesquelles, au fait, on affine la qualification, on ajoute, on enlève, on complète, on se coordonne, et on prend une décision en commun. Et c'est vraiment le sens dans lequel nous, on s'engage. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la formation des opérateurs, par rapport à la couche métier, on s'en éloigne. C'est clair. On change de paradigme, on propose de changer de paradigme, parce qu'effectivement, autant la couche métier, elle a son importance, autant qualifier un lieu et faire une première qualification de nature, c'est des gens qu'on peut former. D'autant que la directive européenne qui date de 91, parle du 112, numéro unique européen sur lequel qui devrait être et qui est notre ligne de mire au niveau de la Fédération des sapeurs-pompiers de France, il y a toute une série d'éléments qu'on a complètement mis de côté. Autant on parle à peu près anglais à peu près partout, autant Mamrata Kravi, Sombrazniva, ça veut rien dire pour personne. On confirme. Donc il y a les langues de la communauté européenne qu'on doit être capable. Alors, à nouveau, on appelle un traducteur, c'est 2-3 minutes de conversation pour arriver à rajouter à mon slovaque conducteur poids lourd qui passe par chez nous pour aller en Espagne, pour lui faire comprendre que non, c'est pas le numéro de téléphone du restaurant de la boucherie sans œufs, hein, ou pour lui porter secours, par ailleurs, ou pour lui faire envoyer les SAMU, parce que là-dedans, il y a une... et puis, la 2e couche, pardon, pour terminer sur ce qu'on devrait être capable de faire, c'est avoir une vraie formation de psychologie, de psychologie de l'appelant. L'Espagne, par exemple, sur ses plateformes régionales, est un modèle. Enfin, on est sur des niveaux de qualification en matière de psychologie de l'appelant qui sont bien supérieurs aux nôtres et qui donnent vraiment des résultats. En quelques mots, peut-être un peu long, mais... Ce que j'entends, alors c'est complémentaire à ce que vous dites, Dr Brown, c'est qu'il y a bien des métiers différents, des particularités liées aux métiers qui sont différentes. On a parlé d'outils, on va revenir avec la conduite du changement tout à l'heure avec M. Bachem. Il y a 2 intervenants à qui je voudrais passer la parole, alors c'est difficile de choisir un ordre. Franck Pilorget. Il y a un outil qui n'est pas technologique, ça a été un petit peu dit avec Patrick Hughes qui nous a présenté le coordonnateur, donc qui est un outil humain,
qui permet de coordonner. Il y a des réflexions au niveau des SDIS sur une personne qui s'appelle l'officier santé, qui a entre autres mission, et c'est sur cette mission-là que je voudrais qu'on s'attarde, de favoriser, alors un peu à la manière d'un logiciel qui, dans une marque comme le groupe de travail 399, traduit des données informatiques, qui a pour objectif de, et vous me corrigerez si je me trompe, de faire un pont entre le milieu santé du SAMU d'une part et le milieu pompier dans sa composante peut-être sanitaire d'autre part. Est-ce que c'est bien ça ? Alors avant de préciser ce point-là, je pense qu'il est important de décrire un petit peu ce que c'est que cet officier santé pour l'Assemblée qui est ici, et puis en même temps de rappeler son cadre dans ce qu'on est en train de travailler en ce moment. L'officier santé, c'est un membre du service de santé et de secours médical des SDIS. Effectivement, on s'est rendu compte que dans un certain nombre de départements, je crois que c'est 18 aujourd'hui en France, eh bien, il existe des officiers santé au sein des CTA CODIS. Alors, quelles sont ses missions, quel est son rôle, quelle est sa formation, tout ça reste encore à préciser, et c'est pour ça qu'au sein de l'ANISP, l'année dernière, et dans le cadre de nos journées techniques de production, on a décidé, avec un comité de pilotage, eh bien de travailler sur l'officier santé, lui donner une définition, donner un rôle, et puis voir ce qu'il peut apporter concrètement au sein des CTA CODIS, en appui des officiers de salle et en appui des chefs de salle. Alors, on a réuni ce comité de pilotage qui est composé de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de l'ENSOSP, l'école nationale, l'Anamnésis, l'association des médecins-chefs de SDIS, l'ANISP, bien évidemment, qui coordonne le projet, et puis la Société française de médecine de catastrophe. On a réuni ces institutions et on a décidé de suivre une méthodologie qui est la méthodologie de la HAS, la Haute Autorité de Santé, pour avoir une base solide, et décider de créer des recommandations qu'on appelle, nous, des guides de bonne pratique. Alors, plusieurs étapes dans l'acheminement à terme de ce guide de bonne pratique. C'est-à-dire que ça commence déjà, et ça a été fait au mois de novembre l'année dernière, de réunir un groupe d'experts. En l'occurrence, là, c'est un groupe d'experts de sapeurs-pompiers. On avait invité le SAMU pour participer avec nous aux travaux, mais on s'est retrouvé au final avec uniquement des experts de sapeurs-pompiers, du service incendie et du service de santé. La première mouture s'est faite au mois de novembre en Seine-Maritime, où on a réuni 90 experts qui ont travaillé pendant 2 jours sur une feuille blanche. On leur a donné des feuilles blanches, des tableaux, des ordinateurs. On a dit voilà, vous devez nous définir le rôle de l'officier santé, en l'occurrence en appui des salles opérationnelles, mais aussi en appui du terrain, parce que l'officier santé, il a 2 versants, sur le terrain et sur les salles opérationnelles, celui dont on parle maintenant. Et donc, ces experts, ils ont eu 2 jours pour donner une feuille de route de la formation, déjà une présentation. Quelle est la définition de l'officier santé? Quelles sont ses missions? Quelle est sa formation? Où doit-il aller en formation, etc. La deuxième partie vient juste de commencer. Le premier groupe d'experts vient de rendre sa première copie de guide de bonne pratique. Et là, on vient de repartir sur une phase d'évaluation et de cotation avec 87 autres nouveaux experts, de nouveaux membres du service de santé, de nouveaux membres de SDIS, qui vont se pencher sur les premières recommandations écrites et qui vont déterminer des recommandations fortes, moins fortes, comme on peut le voir dans les sociétés savantes, toujours sur cette méthodologie de la Haute Autorité de Santé. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, lors de notre journée nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers à Arcachon, on puisse donner au directeur général de la sécurité des crises ces recommandations professionnelles pour savoir qui est cet officier santé et à quoi il sert. Alors, je peux déjà vous donner des brides, puisque je vous dis, il en existe aujourd'hui 18 en France, 18 CTA CODIS qui sont dotés d'officiers santé. Alors effectivement, la mission que vous lui avez donnée d'être un partenaire dans la discussion avec le SAMU, oui, effectivement. Alors c'est pas sa première des missions, mais c'est une de ses missions. Effectivement, l'officier santé, il est médecin ou il est infirmier, issu du service de santé, et il connaît bien les composants de santé. Il parle la même langue que les personnels du SAMU. Et ça, c'est bien. Ça peut être un personnel qui peut s'adresser aux ARM, c'est un personnel qui peut s'adresser aux médecins régulateurs, également aux infirmiers de suivi dans les SAMU lorsqu'ils existent. Et bien évidemment, on va parler d'une langue commune, et ça peut être un appui important, notamment pour les chefs de salle de CTA CODIS ou pour les opérateurs.
Alors il a bien d'autres rôles, hein, bien évidemment. C'est quelqu'un qui va gérer les moyens du service de santé des sapeurs-pompiers dans le cadre des envois. Il va également gérer la partie soutien sanitaire, puisque ça va être un conseiller de l'officier santé, de l'officier CTA CODIS. Donc en matière d'engagement des moyens sur de l'aide médicale urgente ou dans le cadre du soutien sanitaire aux sapeurs-pompiers, effectivement, l'officier santé va être présent pour articuler les moyens du service de santé. Il va bien évidemment être un conseiller santé en termes de médecine préventive, en termes d'infectiologie, quand il y a des situations particulières dans le cadre des SDIS, effectivement, un transport d'une pathologie particulière, à ce moment-là, dans le cadre de la prévention des sapeurs-pompiers, dans le cadre de la santé du travail, en matière de médecine préventive, effectivement, cet officier santé va avoir un rôle capital. Il va également travailler dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles de ses collègues, des statistiques, de relevés d'informations, de sorties, etc. Donc effectivement, cet officier santé, il a un rôle primordial au démarrage au sein des SDIS, dans les différentes missions et dans l'articulation du service de santé au sein des SDIS, mais bien évidemment, il peut avoir une interaction avec le SAMU de par ses connaissances santé. Je tiens à préciser malgré tout que, et c'est important, que cet officier santé n'a jamais les victimes au téléphone et qu'il n'a aucun rôle de régulation. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'officier santé, sachant que les recommandations professionnelles sortiront au mois de novembre, après la validation du comité de pilotage. D'accord, donc on a quelqu'un avec un rôle de conseil, de facilitateur dans l'interface entre, en tous les cas dans la dimension sanitaire, de facilitateur de l'interface entre le CTA CODIS d'une part et puis la régulation médicale d'autre part. C'est le conseiller technique du chef de salle et de l'officier CODIS, et effectivement c'est un partenaire supplémentaire en dehors de l'officier ou du chef de salle qu'avait le SAMU au préalable. C'est un élément supplémentaire avec lequel les SAMU pourront discuter. Docteur Branch, vous voyez me regarder. Non, j'écoute avec attention ce qui est mis en place chez nos collègues sapeurs-pompiers, avec une logique que je ne sais pas forcément. On m'a toujours expliqué qu'on avait des besoins qui créaient la fonction et pas forcément l'inverse, mais je pense qu'on n'a pas assez de temps pour discuter complètement de cela. Bon, moi, je n'ai pas d'avis particulier sur ce qui se fait au niveau des CTA CODIS. Simplement dire que moi, j'ai un officier santé quotidien, c'est le médecin-chef du SDIS, et quand il y a un problème, il a mon portable, j'ai son portable, et on se contacte, et il n'y a aucun souci. Mais je conçois que peut-être dans certains départements, c'est un peu différent, où il y a des besoins particuliers et qu'il faut les couvrir. On sort un petit peu du cadre là de cette interconnectivité, de cette nécessité. Je rejoins ce qui était dit sur la géolocalisation. Bon, c'est quelque chose, effectivement, 2 minutes pour localiser un appelant, c'est pas normal. Et quand j'entends ce qui se passe en Suisse, avec des transmissions immédiates de ce type d'informations, c'est absolument remarquable. Comme on devrait, par Antares, notre bon Dieu Antares, avoir aussi des géolocalisations, savoir où sont les véhicules de SMUR, où sont les véhicules sapeurs-pompiers, les suivre en temps réel. Théoriquement, on peut le faire, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'endroits où ils le font de façon transparente entre SAMU et sapeurs-pompiers. Tout ça pour dire qu'on a des technologies à notre disposition. Il y a des technologies qui ne sont pas encore à notre disposition, mais qui vont arriver, qui sont extrêmement intéressantes. On parlait ce matin de la télémédecine. Mais on n'arrive pas encore à faire ce lien. Et c'est ça qui est très embêtant, malgré la marque NF399. Moi, je vous donne un exemple simple, puisqu'on va partir sur le terrain. On a un logiciel de régulation qui est assez récent, qui a le tampon NF399. Malheureusement, nos partenaires sapeurs-pompiers ont un logiciel qui est plus ancien qui ne l'a pas. Et les informations qu'on échange sont des informations qu'on échangeait il y a 10 ans sur une imprimante à aiguille. C'est-à-dire des informations qui ne sont pas formalisées. Alors, entre la route de Metz à Thionville et la route de Thionville à Metz, je ne vous dis pas, on n'arrive pas à reconnaître. Mais ça semble drôle comme ça, mais on a eu des choses extrêmement dramatiques sur des erreurs d'adresse parce que la technologie, on n'arrivait pas à la mettre en cohérence. Donc l'interconnectivité est quelque chose d'essentiel. Cette notion de transfert d'informations en temps réel sur des choses qui nous concernent tous les deux, ça va être vrai demain avec la police, c'est vrai avec les ambulanciers privés lorsqu'on a les coordonnateurs ambulanciers en salle qui participent aussi à l'activité de façon importante. Et c'est là tout l'intérêt de SI SAMU derrière, de nous apporter non seulement de cette réflexion sur les métiers qui est essentielle, de bien borner quels sont les éléments qu'on doit échanger en temps réel, en temps différé,
Et puis après, d'avoir la technologie qui se met à notre disposition. Je crois qu'il ne faut pas voir la technologie comme quelque chose qui va nous apporter toutes les solutions. Les process doivent exister avant, doivent être écrits avant, et c'est la technologie qui se met à la disposition des process qu'on a définis et pas l'inverse. Oui, ça, je crois que pour le coup, c'est assez clair dans tout ce que vous dites les uns et les autres. On sent bien que la nécessité de collaborer, de travailler, d'échanger, elle est là, qu'elle est un des facteurs d'efficacité. Alors, considérant que les personnels sont compétents dans leur métier respectif, les outils, alors si, et Olivier Nianuis le disait, il y a le temps qui est nécessaire, enfin comment dire, l'efficacité temporelle qui est nécessaire, il y a d'autres éléments d'efficacité qui sont nécessaires, mais la technologie doit être au service de cette efficacité, et c'est pas l'inverse qui doit se passer, c'est pas les différents services qui doivent se plier ou qui doivent entre guillemets bidouiller, si je puis me permettre cette expression, pour réussir à échanger. C'est bien ça? En tout cas, c'est ce qui, je parle sous le contrôle de Sébastien Bachem, hein, qui est beaucoup plus compétent que moi là-dessus, mais en tout cas, c'est ce qui a été la base de nos réflexions sur ce système d'information SAMU. D'abord réfléchir métier, et ensuite, on est un peu à ce stade-là, hein, demander aux industriels de s'adapter à nos besoins métiers et pas l'inverse. Et pas l'inverse, d'accord. Sébastien Bachem, et puis ensuite on parlera de la plateforme unique avec vous, capitaine Vigier. Sébastien Bachem, conduite du changement. Je vais le dire de manière un peu provocatrice. Pourquoi faire de la conduite du changement? Après tout, c'est un nouvel outil. Pourquoi pas de la formation à l'utilisation de cet outil? Alors, la formation, elle est indispensable, on reviendra dessus. La conduite du changement, c'est vraiment autre chose. On pourrait dire que la formation est une de ses composantes, mais elle est beaucoup plus large, la conduite de changement, parce que je pense que ce qui fait une des différences importantes avec tout à l'heure les initiatives dont M. Giroux parlait, qui sont en train de se mettre en place côté pompiers, et qu'aujourd'hui nous sommes capables de mettre en place avec ce système unique, c'est que ça nécessite qu'il y ait eu une convergence des esprits. Au sein de la communauté déjà, même des SAMU. Et ça, c'était un travail aussi important qu'on a démarré dans l'étude de faisabilité. Je pense qu'au départ, quand on a commencé à travailler dans cette étude de faisabilité, le premier risque qu'on a voulu couvrir, c'est est-ce que le métier est homogène ? Et parce qu'un système d'information, si on le met en place, il faut que le métier soit globalement homogène. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne va pas prendre en compte un certain nombre de spécificités locales, comme le disait François. Néanmoins, pour faire se mettre d'accord sur cette homogénéité ou pas, un gros travail a été entamé pendant l'étude de faisabilité, où on a rassemblé en fait un comité de suivi des SAMU avec 22 patrons de SAMU, représentant les différentes géographies, les différents systèmes d'information. On a identifié 7 thématiques: besoins existants, besoins futurs, mode dégradé, organisation, déploiement. On a fait travailler ce comité de suivi métier pour identifier les meilleurs sachants nationaux sur chacune des thématiques, et on a organisé plus de 15 groupes de travail thématiques rassemblant sur chaque thématique les meilleurs sachants nationaux pour qu'ils se penchent sur la question de quel était ce besoin. Et après tout ce travail qui a rassemblé plus d'une centaine de représentants des SAMU à différents niveaux, que ce soit des ARM, que ce soit des médecins de régulation, nous avons pu arriver à la convergence que oui, le métier était homogène. Donc ça, c'est une illustration pour montrer comment très tôt, dès l'étude en fait de faisabilité, des études amont, nous avons déjà entamé finalement cette conduite du changement. Et parce qu'effectivement, à la sortie de cette étude, les SAMU étaient à présent convaincus de l'intérêt, de la faisabilité de cette solution. Alors cette conduite du changement, on la continue en permanence. Elle continue parce qu'aujourd'hui, on est en train d'entamer la description des travaux fonctionnels dans un niveau de détail beaucoup plus fin. Et ces travaux dont je vous parle, qu'on appelle les travaux des groupes de travail thématiques, les fameux entre guillemets GTT du SI SAMU, enfin pas si fameux que ça, mais pour nous du moins, on est en train de mettre ça en place de manière beaucoup plus massive. On a peut-être plus de 70 réunions de groupes de travail thématiques qui vont être organisées en 2016, et en 2017 on en a encore au moins une centaine, pour cette fois aller dans un niveau de détail très très fin, et ça c'est très important. Ce travail on le fait aussi bien sûr avec les partenaires, et on a des groupes de travail avec les partenaires pour bien sûr définir ces interfaçages et rendre opérationnelle la fluidité de la circulation de l'information, tellement clé dans ce métier de prise en charge.
Et ensuite, autre façon de faire cette conduite du changement, on a déjà identifié les 11 SAMU pilotes qui vont être déployés à partir de mi-2018. Nous sommes déjà dans une logique de rapprochement vis-à-vis d'eux pour connaître leurs particularités, inscrire les programmes locaux qui devront être faits dans les schémas directeurs des établissements de santé, pouvoir anticiper les financements. Et donc voilà, toute cette anticipation, elle est majeure, elle permet de se préparer et que les mises en œuvre seront particulièrement je dirais, positive et fluide. Encore un autre élément de conduite du changement qui s'inscrit dans le programme SI SAMU. Hein, j'essaye, M. Beaumont, d'illustrer un petit peu à travers des exemples assez concrets. On a un processus de construction de la solution qui va être agile. Agile au sens de cette méthodologie de développement de construction qui consiste à éviter l'effet tunnel, de construire un petit morceau, aussi imparfait soit-il, et de le mettre à disposition des utilisateurs pour qu'ils puissent se prononcer dessus, puis définir des orientations nouvelles pour ensuite les réimplémenter, et ainsi de suite, pour être sûr d'arriver à la solution. Et bien ça fait que pendant tout ce travail de construction avant que le premier SAMU pilote arrive, et bien voilà, la solution va être régulièrement mise à la disposition des SAMU. Elle ne sera pas en mode productif, évidemment, parce que c'est un système où on ne peut pas se permettre les approximations, les aléas, on a la vie derrière. Mais ça aussi, c'est encore un élément qui va permettre aux utilisateurs de s'approprier la solution, de voir du concret. Et voilà, donc la conduite du changement, c'est fondamental. On la démarre très tôt, elle est essentielle. Et je pense que là-dessus, on a la chance d'anticiper les choses de manière intéressante et on en voit les fruits au quotidien. Dr Brown. Oui, juste une remarque. Je vous la passe après, colonel. J'ai toujours l'occasion de le dire et je le redis. Je pense qu'au niveau des SAMU, on n'a jamais eu l'occasion de travailler avec des gens aussi sérieux, aussi professionnels que la VSIP Santé dans le développement de ce programme. Alors, on est censé être tous des scientifiques, d'avoir des esprits bien faits, des méthodes de travail remarquables pour les études médicales, mais là, on est confronté à un monde tout à fait nouveau et enfin vraiment, on ne peut que les féliciter sur le travail qui est fait. Il doit en avoir marre, Sébastien, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, on était dans un monde inconnu pour nous, qui est ce monde un peu de la conception et le monde industriel. Et là, on voit qu'on avance vite. Ça a l'air d'être long, mais on avance très très vite. Et on avance sur des solutions qui vont être, c'est pas pour les 10 ans ou 20 ans à venir, c'est beaucoup plus loin. Avec derrière, bon, Sébastien n'en parlait pas, mais tout aussi un suivi en temps réel de ce qui se passe. En termes d'alerte sanitaire, c'est quelque chose qui est essentiel. En termes de gestion de crise, ça va être quelque chose qui est essentiel puisque vous avez un SAMU qui va pouvoir gérer uniquement sa crise et automatiquement ces appels vont être pris par d'autres SAMU pour le libérer de son quotidien. Enfin, on a plein de choses derrière qui arrivent et qui vont faire évoluer le métier qui sont essentielles. Colonel. Ouais, juste un point qui me paraît au centre de ce qu'on dit et de ce qu'on pense tous autour de cette table, c'est que tous ces travaux, alors la convergence des systèmes d'information, leur communication entre eux ou une plateforme à différents niveaux comme l'a maquetté la Brigade Sapeurs-Pompiers de Paris qui nous a montré des choses fort intéressantes et qu'il faut, à notre sens, continuer, sont possibles. Et j'entends le message de la nécessité d'une convergence des esprits. Et il y en a une. Il y en a une qui a présidé à la rédaction du référentiel SAPAMU en 2008. C'est la victime au centre de tout. Et je crois qu'on est tous à penser qu'il faut qu'on travaille tous dans cette direction-là. Effectivement, il faut renverser des choses. Alors il y a des choses qui se font. J'ose pas penser que les officiers santé dans les CODIS ont été faits par hasard. C'est aussi parce que ça correspond à un besoin. Ça correspondait à un besoin. Maintenant, effectivement, ce besoin qui a émergé, ils sont en train de travailler pour le formaliser et l'écrire de manière beaucoup plus précise et de le conforter ou de se poser la question s'il est besoin partout. Mais il n'empêche que, au-delà de tout ça, il y a vraiment un cap qu'on est en train d'écrire entre nous et sur lesquels, à un moment, il nous manque un pilote que nous, on appelle de nos voeux au niveau de l'État, sur finalement quelle est la vision de l'État français sur le traitement des appels d'urgence, et cela, en mettre la permanence de soins et d'autres choses un petit peu dans un autre chapeau, mais quelle vision on a pour
permettre effectivement cette absence de délai, cette généralisation de l'information sur tous les services. Je voudrais que la PSPP évoque l'expérience où ils ont 50 000 interventions qu'ils ont économisées sur un co-traitement police-pompiers. Sur enfin, il y a vraiment des choses très intéressantes où ils ont probablement fait la preuve qu'à plusieurs, on fait plus que 1 et 1 et 1. On ne fait pas 3, on fait peut-être 10. Et pour nous, c'est un effet majeur. C'est un effet majeur qui nous permettra de faire beaucoup mieux tous ensemble, parce que je pense que dans les fondamentaux, il y a peu de débats. Il y a peu de débats. Oui, c'est effectivement, Dr Brand, vous rebondissiez, enfin tous les deux, vous rebondissiez sur cette convergence des esprits que Sébastien Bachem a mis en lumière. Et à vous entendre, effectivement, on entend bien des, allez, je vais appeler ça des essais technologiques, des essais humains qui vont tous dans le sens de remettre le patient au sens de la préoccupation et d'essayer de trouver des solutions diverses et variées pour augmenter l'efficacité. Alors l'interconnectivité n'est qu'un aspect de l'efficacité, ça n'est qu'un outil au service de l'efficacité. Vous allez me reprendre la parole, colonel ? Je voulais passer la parole au capitaine Vigier pour qu'on discute enfin de cette expérience BSPP. Cela étant, on a un petit peu de temps. Alors, je vous vois, Dr Brown et colonel Vigier. Allez, colonel, je vous écoute. Docteur. Oui, non, je voulais rebondir sur le 1 plus A plus 1. Je suis tout à fait d'accord. Demain, nous, on est 1, on va être 104. Il y a 104 plateformes de régulation médicale SAMU. Et donc, effectivement, l'intérêt de l'outil, c'est justement aussi ça. Alors après, on peut débattre. Je pense que ce n'est pas le lieu de est-ce qu'il faut être au même endroit, est-ce qu'il faut être dans 2 salles côte à côte, est-ce qu'on peut être à 50 km les uns des autres, quel est le grammage, est-ce que c'est régional, suprarégional, territorial, enfin, avec quand même une logique qui est différente derrière en termes de santé. On est sur une notion de territoire de santé maintenant, qui n'a rien à voir avec la notion géographique du département, encore moins de la région. Donc on a quand même des spécificités, mais effectivement, quand on entend ce qui se passe en Suisse, on se dit, bah oui, bien entendu, quelque part, on va avoir cette grande plateforme qui est numérique finalement, qui n'est pas forcément géographique, mais sur laquelle on va échanger une partie de notre activité, pas toute notre activité. Moi, c'est vrai que si les sapeurs-pompiers interviennent pour un feu, je veux bien avoir l'information, mais j'en ferai rien au niveau de la régulation médicale. Si on intervient pour la prise en charge d'une personne âgée, pour une raison X ou Y, il n'y a pas de notion de secours nécessaire, donc les sapeurs-pompiers n'en ont pas besoin non plus. Donc on a chacun nos spécificités. La technologie doit être l'ouverture demain pour échanger et avoir un peu cette plateforme virtuelle que nous appelons tous de nos voeux pour les interventions qui sont des interventions conjointes sur une partie de notre activité. Mais voilà, et on a effectivement cette convergence d'esprit qui fait que tout se met en place tranquillement et puis la technologie va suivre. Je ne suis pas très inquiet. Capitaine Vigier, ça y est, on y est. Allez, on a parlé de plateforme unique, de plateforme unique virtuelle. Pour le coup, la BSPP et la préfecture de police ont réalisé une expérimentation avec une plateforme unique, elle, bien réelle. Quand je vous ai eu au téléphone pour la préparation de cet entretien, on est resté une bonne heure et demie au téléphone. Oui, tant que ça, oui. Je ne vais pas vous laisser autant de temps. Cela étant, vous aviez été passionnant dans cette présentation. Est-ce que vous pourriez rappeler ou expliquer, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de cette expérimentation, en quoi a consisté l'expérimentation BSPP préfecture de police, sur quel territoire et puis surtout avec quels effets? Alors, d'abord, ce n'est plus une expérimentation. L'expérimentation était en 2012. En 2012, on est parti d'un constat, c'est que policiers et pompiers avaient besoin de travailler sur le terrain, sur les mêmes interventions, chacun pour résoudre une partie différente de l'intervention, mais bien avec un seul objectif, régler la situation dans son global. Et puis, tout le monde sait que les pompiers, c'est le 18, la police, c'est le 17, on n'était pas au même endroit, et quand on avait besoin de la police, voilà, il fallait les convaincre de venir, et puis quand ils nous appelaient, il fallait qu'ils attendent qu'on se déplace. Et quand on attend, le temps est toujours très long. 2012, première expérimentation, l'avantage, c'est que le préfet de police, c'est notre patron commun, donc quand on a un même chef, tout est plus facile. Et là, on s'est mis
en fin de compte, dans une même salle, on a mis donc, les opérateurs police, les opérateurs pompiers. Il était répondu donc au même endroit, au 17, au 18 et au 112. Et puis, on a mesuré les effets. C'est-à-dire, OK, on a mis tout le monde ensemble, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Et là, les résultats ont été surprenants. D'abord, on ne s'est pas tapé dessus. 2, on a essayé de mesurer, en fin de compte, les interventions sur lesquelles on se plaignait le plus de nos absences mutuelles, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on avait gagné. Eh bien, concrètement, sur un accident de circulation où la présence de la police était nécessaire, qui était durée moyenne de l'intervention 2 heures. Et chaque fois, pour les départements, enfin, parce que la police, on a fait tourner le département, on n'avait pas assez de place pour accueillir tout le monde en même temps. Donc, quand on mesurait en fin de compte les effets de la durée d'intervention avec donc la police au moment de son expérimentation, on avait réduit les délais d'intervention de 45 minutes. On est passé de 120 minutes à 75 minutes. Et tout ça, bien sûr, au bénéfice de la victime, puisque on arrive sur les lieux, il y avait 2 situations possibles. Soit c'est très grave, elle part tout de suite à l'hôpital, ou c'est pas si grave que ça. Et là, il y a tout un tas de démarches dans l'intérêt de la victime à faire, et on perd du temps là-dessus. Cette partie-là a été complètement réglée. Ça a été un succès, et là, le préfet a dit, feu patate, vous allez plus loin. On a commencé à travailler, à dire, bon, c'est bien, on va se mettre tous ensemble, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et dire, finalement, dans un appel, dans une demande de détresse, il y en a un qui est le grand Manitou de l'affaire, c'est-à-dire qui le concerne principalement, et l'autre qui lui vient en appui. Et donc, c'est là que dans la notion du niveau 1, fin de compte niveau 1 et niveau 2, c'est-à-dire dans le débruitage, faut pas c'est débruitage et orientation. Orientation de qui? De la meilleure entité pour répondre. Je prends un exemple. On reçoit un appel pour feu, et maintenant, peu importe le numéro par lequel il arrive, que ce soit le 17, le 18 ou le 112, appel pour feu, l'opérateur de niveau 1, il a son arbre d'aide à la décision, il doit transférer donc, à un opérateur pompier, métier pompier, parce qu'effectivement, ça vient se transférer. Et là-dessus, derrière, après, l'échange est informé. Si jamais c'était plus une dominante police, du style agression à main armée, effectivement, la police est beaucoup plus apte à répondre à ce type d'appel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on a intercalé policiers et pompiers, en fin de compte, ils s'échangent l'information en temps réel. Pour l'instant, l'échange d'infos est vocal. C'est-à-dire que chacun le saisit dans son système d'information. Je ne vous cache pas qu'on rêve d'avoir enfin l'outil commun qui permettra à l'opérateur de lister tout ce qu'on lui a raconté au téléphone. Et de là, eh bien, ça dispatche sur, on va dire, la partie métier, enfin le système d'information de chaque métier. Et là, en fonction de ce qui est tagué, eh bien, on s'adapte avec une réponse plus ou moins forte en volume par rapport à l'intensité de la détresse. Police-pompier, on a bien identifié. Mon rêve, c'est effectivement que grâce aux travaux de monsieur, eh bien, on puisse arriver à échanger avec la SAMU. Alors, il y a déjà des échanges qui se font, notamment à travers Sinus, mais ce sont des échanges qui restent limités. En fin de compte, on passe notre temps à se faire des bilans, à s'échanger de l'information au téléphone, mais le produit, enfin, tout ce que nous écrivons, toute l'information que nous avons à partager, on a du mal à la partager au profit des autres partenaires, qu'ils soient SAMU ou quoi. Alors, c'est quoi l'information qui est à partager? En fin de compte, j'aurais tendance à dire à nos partenaires de déterminer de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire que chacun dans son coin a une information. Et quand on se dispute, quand on dit « Ah, si j'avais su que tu avais ça », c'est quoi? Mettons en commun cette information et chacun, le monde, moi ce que je rêve, c'est qu'il y ait en fin de compte un espèce de cerveau dans lequel on puisse déposer toutes nos informations et dans lesquels effectivement les partenaires puissent venir lire les informations. Mais il y a aussi un autre avantage, c'est que quand on est en période de crise, on a besoin également de savoir ce qui se passe autour de nous. C'est ce que mes chefs appellent la conscience situationnelle partagée. Et où c'est qu'elle se trouve l'information qui permet de savoir ce que tout le monde subit? Uniquement là. Et c'est en même temps aussi l'outil de gestion des chefs. Quand il faut faire des choix, quand on n'est plus assez fort pour pouvoir tout faire en même temps, il faut faire des choix. Et choisir, si c'était facile, tout le monde le saurait. C'est pas prendre la meilleure solution, c'est surtout commencer par prendre la moins pourrie. Et ces outils, l'interconnexion en tout cas des outils, permettra ça. Vivre au quotidien, c'est facile. Et
la plus-value de l'outil, elle vient, quand on commence à être secoué et à être poussé dans nos retranchements, et deux, mais quand il faut prendre une décision qu'il faut trancher, c'est quels sont les éléments dont je dispose pour prendre la décision la moins mauvaise. Si je vous écoute tous les uns les autres, j'ai quand même l'impression que la plateforme unique dont on parle, alors je ne vais pas parler de numéro unique, je vais parler de plateforme unique. La plateforme unique, et vous le dites assez bien, Capitaine Vigier, c'est en définitive un SI unique, ou s'il n'est pas unique, un SI partagé. Tout à fait. En fin de compte, il faut bien admettre que je ne peux pas demander, enfin, soyons clairs, que le SAMU utilise le même logiciel que nous. On ne fait pas le même métier. Par contre, l'information qui nous anime, il y a des choses qui sont communes. Le bilan du secouriste, effectivement, il intéresse le docteur parce que ça lui permet d'avoir une idée de la gravité des victimes qu'il va y avoir sur le terrain, parce que derrière, ça va se traduire en engagement potentiel de moyens médicaux, de distribution dans les hôpitaux, etc. Voilà. Mais cette information, pour lui, elle va avoir une valeur qu'il lui accordera. Il complétera par ces informations. Et c'est bien parce que chacun utilise l'info de l'autre pour savoir ce qui va lui arriver dessus, pour compléter avec ses infos métiers, et ça permet de faire une action de bout en bout. C'est-à-dire, on commence par un coup de téléphone où on a peu d'infos, on jette quelques éléments sur le terrain qui commencent à donner un petit peu plus d'infos. Et au début, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Et ça va très vite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une comme plusieurs dizaines, voire centaines de victimes. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et petit à petit, les infos s'agrègent, elles se rassemblent, et on les complète, Mais il faut que l'info doit venir de partout. C'est-à-dire, chacun, fois qu'il y a un métier qui est intervenu et qui complète l'information, petit et petit, elle se structure, elle prend du poids, et là, les décideurs sont en mesure de pouvoir agir, de pouvoir savoir ce qui va se passer et à quoi ils vont être amenés à faire face. Quand on annonce qu'il y a 100 victimes sur un terrain, qu'on les a déjà comptées, qu'on les a déjà vues, qu'on peut dire quelles sont les pathologies, le docteur qui est derrière lui dit ben c'est bon, moi je sais ce que je dois envoyer comme médecin, il commence à travailler sur le placement en hôpital, etc. Et c'est bien cette continuité d'appel. Mon métier, moi, c'est travailler sur le terrain, déterminer les places hospitalières, c'est le travail du docteur. On travaille main dans la main dans une logique de bout en bout. Et chacun son métier, mais il faut échanger l'information. Je vais aller tout à fait dans ce sens et puis essayer d'imager un petit peu les choses en sortant de la région parisienne qui est particulière. On peut s'imaginer que finalement l'opérateur ou le chef de salle du CODIS a relativement peu d'intérêt de savoir quelle est l'orientation du patient in fine. Mais quand on raisonne sur un milieu un peu rural, on est parti pour un malaise par exemple, donc tout le monde sait que c'est un malaise, très bien. Ça se termine avec un infarctus du myocarde. Je pense que pour le chef de salle, savoir que son VSAB ne va pas aller à l'hôpital qui est à 10 km, mais va faire 80 km pour aller sur le plateau de coronarographie, c'est intéressant aussi. Donc effectivement, les échanges vont dans les deux sens. On a besoin de cette information pour les missions qui nous sont communes, bien entendu. Pour les missions des uns et des autres, je disais tout à l'heure, chacun remplit ses missions. Et on a besoin de ce système d'information pour pouvoir avoir cette grande boîte où on va déposer des informations qui seront vues par tout le monde. Et bien entendu, les exemples de situations de crise, situations sanitaires exceptionnelles sont sur la partie la plus visible et ça semble évident à tout le monde. Pour autant, ça n'est pas tant d'un point de vue opérationnel aujourd'hui. Sinon, pour enchérir, oui. Il y a encore des bouts qui manquent. Aujourd'hui, tout un nombre de SDI sont acquis des tablettes de traitement des bilans, pour lesquels aujourd'hui, il y a un bout qui manque. C'est le service d'accueil des urgences n'a pas la... Donc il faut trouver une solution. J'insiste là-dessus, ça peut paraître un détail, mais on est quand même dans un contexte qu'on a tous identifié. On parlait de crise sanitaire sévère, mais aucun d'entre nous aujourd'hui ne vit dans le même monde qu'avant 2015. Tout à fait. Et ce qui est clair en termes de gestion de crise, parce que c'est notre vocation première, ce qui est clair en gestion de crise, c'est qu'on ne fait bien en gestion de crise que ce qu'on fait au quotidien. Et qu'il faut sans doute nous forcer au niveau quotidien à avoir cette fluidité, cet échange d'informations en confiance, en secret professionnel et secret médical
bien identifié, bien mêlé et bien compris, pour que le jour où on a une crise qui bouge à travers la capitale ou à travers Metz, en passant par Nancy, en descendant plus loin, ou qui traverse Marseille, ou peu importe l'endroit, on soit partout en capacité de travailler sans se poser de questions, dans des choses qu'on connaît, dans des paradigmes qu'on a acquis en situation normale pour faire face à ces situations de crise. On va passer les attentats, mais derrière, vous savez, il y a le monde évolue, les sinistres, les submersions, les vagues de submersion, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, on a tous intérêt à faire ce pas en avant dans cette direction, alors, qui pour moi inclut le 112 unique, la plateforme unique et les plateformes métiers qui viennent se raccrocher derrière, sur lesquelles on traite. Dans ce que disait le capitaine, il y a quelque chose qui est fondamental. On est, et je reviens encore une fois sur le collègue suisse qui parlait des machins, il parlait de tous les gyros bleus, hein, qui finalement, quand on est sur une intervention, tous les gyros sont bleus. Police, pompiers, SAMU, patin, couffin. Et les autres que j'oublie, pas que je ne veux pas oublier, mais que j'associe par définition. Tous les gyros sont bleus. Ils représentent l'État français dans ses missions régaliennes de sécurité des populations et de prise en charge. Et je pense que ça doit nous guider dans les choix qu'on fait. Et sans doute, ça doit chacun nous guider pour abattre des murs qui n'ont de vocation que d'être des incompréhensions vis-à-vis des collègues. Le terme de dossier patient, moi j'ai été surpris en GT 399, on parle du dossier patient ou du bilan victime ou du bilan patient. Il y a deux mots, un pour le SI SAMU, un pour le SI pompier, qui néanmoins sont quand même significatifs qu'on parle de quelque chose, qu'on est sur deux paradigmes un petit peu différents, et qu'il faut qu'on comprenne pour les pompiers ce que c'est qu'un dossier patient, avec tout le protocole de prise en charge médicale, avec les antécédents, etc., que je ne vais pas redécrire ici, parce que ce n'est pas mon métier, c'est le leur. Et toute la partie prise en charge victime avec tout ce qui va être nos actions de secourisme, nos protocoles infirmiers, etc., qui vont amener à quelque chose qui est une chaîne finalement. Il n'y a pas deux interventions. Il y a un numéro de dossier patient, un numéro de fiche patient, fiche victime. Non, il y a une seule opération. Sur le terrain, le type qui a fait appel à nous, il est tout seul et il a besoin de tous les gyros bleus. Cette déclinaison, en définitive, en remettant le patient au centre ou le requérant, parce que ce n'est pas forcément un patient, ça peut être, appelons ça un requérant, l'appelant, ça voudrait dire que la prochaine étape, alors elle est rêvée, le capitaine Vigier l'exprime. Je vais reprendre un petit peu ce que vous disiez, colonel. Ce serait non plus un SI SAMU, mais un SI sécurité des populations, alors à nommer évidemment, un SI sécurité des populations dans lequel pourrait venir puiser l'information qui correspond à son métier et à sa nécessité métier. Le SAMU, alors sans aucun ordre, hein, bien entendu, le SAMU, la police, la gendarmerie, peut-être la société d'ambulanciers par rapport à des problématiques de sécurité sociale, les pompiers, j'en passe et tout ça. Ah, je vous vois réagir, Dr Brown, je prends. Oui, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. Effectivement, là, on est dans quelque chose de simple, compliqué à deux niveaux, parce qu'il y a, là, vous parlez de la sécurité sociale, etc. Bon, il y a des informations qu'on a qui ne doivent pas être diffusées, vous le savez bien, a fortiori au niveau de la sécurité sociale ou à d'autres. Et puis si ça vu, c'est pas que ça. Hein. Je vous rappelais les 15% tout à l'heure, mais il faut aussi voir que nous, ce qui est très important au niveau de la régulation médicale, c'est aussi l'interconnectivité, puisque c'est le terme qu'on utilise, avec le système d'information des hôpitaux, avec le DMP,
Enfin, il y a énormément d'autres choses, si vous voulez. On n'est pas uniquement dans cette limite. Et puis, je voulais mettre un petit bémol sur le tout technologique comme il est rêvé en Suisse. La communication reste un élément essentiel dans la régulation médicale, y compris avec les secours qui sont sur place. Alors, il y a le principe des bilans simplifiés, hein, dont on a discuté au niveau de cette circulaire. Donc le bilan simplifié, c'est un truc assez basique et il n'y a pas de discussion sur l'orientation du patient. Mais bien entendu, on est en train de mettre en place des filières de soins. On parlait ce matin du parcours de soins. Les filières de soins sont différentes. Elles sont évaluées par le médecin régulateur. Et pour faire cette évaluation la plus pertinente possible, il faut un dialogue. On ne va pas tout régler avec des tablettes. Hein, donc je crois que là, on parlait du syndrome coronarien aigu, c'est évident, mais y compris au niveau de l'AVC, où ce n'est pas simplement la tablette qui va pouvoir dire qu'il y a une hémiplégie, un machin, etc. Il va falloir qu'on discute, qu'on fasse faire des choses. Et puis toute cette partie dont on n'a pas parlé tout à l'heure, et je m'en excuse, j'aurais dû aussi développer un petit peu, mais très très rapidement, de l'aide au geste qui est fait par l'assistant de régulation médicale dans son métier et par le médecin régulateur. Vous pouvez avoir le meilleur système qui existe. On peut tous être dans la même salle, on peut tout imaginer. L'arrêt cardiaque, c'est 3 minutes. Personne ne sera là en 3 minutes. Si on n'a pas cette aide au geste au téléphone qu'on fait faire par nos assistants de régulation dès lors qu'ils ont un arrêt cardiaque et qu'on évalue et qu'on améliore, le système ne servira à rien, on arrivera trop tard. Donc voilà, il y a des choses qui sont différentes, il y a des complémentarités. Là, c'est trop court pour qu'on puisse élaborer tout ça. Mais je crois que ce qui est important, c'est cet esprit d'ouverture qu'on a maintenant pour travailler ensemble. Et puis, chacun dans ses missions, chacun dans ses prérogatives. Et j'ai aucun doute qu'on arrive à quelque chose de très opérationnel. Oui, donc aidé par la technologie, sans que ce soit une fin en soi, vous l'avez dit, chacun, l'un et l'autre, enfin les uns et les autres d'ailleurs, avec vos mots. Alors, je vais dire mais quand même en mettant la technologie là où elle devrait être ou là où elle aurait dû être, c'est-à-dire au service des métiers, et sachant que les métiers sont au service, alors je ne sais pas si on peut le dire de cette manière-là, d'un patient ou d'un requérant ou d'une victime, quoi. On a quasiment terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'en vois là-bas. Je vais me déplacer. Monsieur le Dr Adjan aussi. Oui, bonjour. De tout ce qu'on entend, de toute façon, il y a des choses. Il y a la volonté de faire, il y a après se mettre d'accord, il y a la faisabilité. Tout ça, ça repose aussi sur les notions budgétaires, entre autres. Et on se rend compte que dans l'efficacité, il faut qu'il y ait la sécurité, le secours et le soin. Alors, les pompiers de Paris ont mis une plateforme commune qui est la police et les pompiers. Le CTA de Annecy, en Haute-Savoie, a mis le SAMU et les pompiers. Est-ce que c'est pas possible d'envisager les trois ensemble, déjà? Parce que lorsqu'il y a des gros problèmes et que l'on voit... je veux dire, tous les moyens ne peuvent pas avoir les mêmes moyens. On voit un CTA, il a une pièce de commandement avec des grands murs, avec tous les moyens, avec des tas de choses qui permettent de coordonner l'action. Ils ont des gros moyens il y a la codification des lieux géographiques. Tout le monde ne l'a pas, c'est-à-dire que pour arriver sur un lieu, eux, ils ont exactement le chemin qu'il faut prendre, que peut-être les autres, ils vont se tromper de chemin ou ils vont arriver dans un endroit où ça ne passe pas parce qu'ils ne l'auront pas. Donc d'être dans le même lieu avec les mêmes moyens de visualisation et de compréhension du terrain et de communication directe, est-ce que pour le moment, ça n'a jamais été fait encore, la plateforme commune, les trois ensemble? Ou est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est souhaité? Alors, bon, enfin, vous connaissez la position des SAMU au niveau national là-dessus. Bon, si on détaille et si on prend l'ensemble, il nous faut 3 heures pour bien expliquer les choses. Nous ne sommes pas favorables à cette localisation unique pour de multiples raisons. Autant nous sommes favorables à cette plateforme virtuelle commune qui revient exactement à la même chose. Arrêtons de dire qu'il faut qu'on soit dans les mêmes locaux. Mais bon, on pourrait donner plein d'exemples, y compris celle d'Annecy qui a eu des problèmes récemment et qui ont été particulièrement graves du fait de ce phénomène de plateforme unique. Mais bon,
Nous n'y sommes pas favorables. C'est un des éléments de discussion que nous devons encore avoir au niveau de la quadripartite. Moi, je vois d'un œil tout à fait favorable que les services de secours, qui sont la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, qui sont attachés au même ministère et qui ont les mêmes missions quelque part, ou en tout cas le même type de mission et les mêmes doctrines, se retrouvent au même endroit. Quelque part, ça ne me regarde pas. Ce que je dis, c'est qu'il y a une spécificité de la régulation médicale, et en particulier de son implantation à l'hôpital aussi, qui est très importante pour nous, pour de multiples moyens de renfort ponctuel de tas de choses. Par contre, vous avez raison, quand on parle de liens géographiques, bah, c'est évident. Si quelqu'un a des informations géographiques plus pertinentes, il faut qu'il puisse les partager avec les autres. S'il y a une route qui est coupée, bah, c'est bien que les autres le sachent. Si quand on intervient sur un AVP sur l'autoroute, ben on sait que la circulation est totalement arrêtée à tel endroit, on va peut-être pouvoir accéder par une autre bretelle et pouvoir arriver par l'autre chemin. Enfin, il y a plein d'informations qu'il faut qu'on échange. Mais les échanges d'informations ne disent pas qu'il faut qu'on soit assis l'un à côté de l'autre. En tout cas, le fait d'être assis l'un à côté de l'autre n'a, à ma connaissance, jamais montré une amélioration dans les process. Je parle là, secours, soins bien entendu. Je ne sais pas au niveau des polices sapeurs-pompiers. Il semble en tout cas avec l'expérience et maintenant la mise en place à Paris que ce soit intéressant. Mais quelque part c'est un autre débat. Il faut qu'on échange d'informations, c'est certain. Maintenant après savoir comment on les échange, c'est aussi certain et il faut qu'on avance là-dessus. Après savoir s'il est nécessaire qu'on soit côte à côte, franchement c'est une autre discussion. Colonel ? Au moins pour dire que je ne partage pas forcément, mais on ne s'étonnera pas l'un l'autre en disant qu'on ne partage pas le même point de vue. L'expérimentation tripartite, non, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas sur ce dispositif-là. Et sur la vision que... Juste rapporter un point, mais effectivement, parce que le docteur parlait de sa différence de palier qui faisait que les choses ne communiquaient pas, il y a quand même des endroits où les choses fonctionnent très bien entre les différents systèmes d'opération. Chez moi, le SAMU récupère et la localisation et des statuts, etc. via le réseau Antares. Et ils ont effectivement tout le loisir d'avoir les communications directes avec les gens sur le terrain. Donc, quand vous dites effectivement que le fait d'être côte à côte ne change rien, j'ai eu 4 fois l'occasion de participer à des mises en place de plateformes uniques. J'ai le sentiment complètement inverse. Je pense que les officiers santé qui se mettent en place sont aussi liés à cette question-là, où quand il s'agit d'ouvrir la porte, de dire j'ai une intervention comme ça, je l'ai compris comme ça, quel est ton point de vue, comment tu le sens, c'est quelque chose qui change complètement la donne par rapport à un coup de téléphone, dis donc, ton intervention là, elle ne me convient pas. Quand on est en face à face, il y a des choses qu'on ne se dit pas de la même façon, et quand on travaille au quotidien ensemble, il y a des choses qu'on ne fait pas de la même façon. Et je pense que ça, c'est un point qui est fondamental et qui est au bénéfice des SAMU, des pompiers, et avant tout des victimes. Et je pense qu'on est tous bénéficiaires, mais c'est mon point de vue, et je connais votre position sur le sujet. Voilà pour ce sujet-là. Je vais en rester là, en fait. C'est quelque part très rassurant parce qu'on a encore des sujets à traiter. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. C'est ce que je disais déjà ce matin. Ce qui est aussi intéressant, enfin, pour quelqu'un qui est relativement néophyte comme moi, avant de passer la parole au Dr Edgen, c'est aussi de se rendre compte que la plateforme unique, ça n'est pas le... Enfin, il y a beaucoup de points dont on a parlé pendant cette table ronde, notamment sur les échanges d'informations, et tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il faut échanger de l'information, qu'il y a des solutions, on en a un petit peu parlé avec l'officier santé qui est une solution humaine, qu'il y a des solutions techniques, on en a parlé avec Sébastien Bachem, et que la colocalisation est une autre forme de réponse, et qu'après, il existe plein de solutions à étudier, et c'est un peu ce que vous dites. Alors vous avez des points de vue, des opinions toutes respectables, je pense, mais qu'en définitive, on n'est pas dans le domaine conceptuel de la plateforme unique virtuelle, on est plus dans une des solutions de mise en œuvre possibles avec la colocalisation. Il y a un élément, je pense qu'on sera entièrement d'accord, quoi qu'il arrive, rien ne se fera, rien ne sera possible, parler d'accompagnement, rien ne sera possible si on ne respecte pas chacune des entités dans ce qu'il est. Et effectivement, il y a des 15% des interventions du SAMU qui correspondent à des interventions mixtes avec les sapeurs-pompiers. Je vais vous donner les chiffres des sapeurs-pompiers qui sont à peu près du même tonneau.
Et chacun a sa part, et la police fait des milliers d'interventions dont on a absolument, ou la gendarmerie, dont on n'a pas à avoir connaissance. Le respect du secret de ce que chacun peut avoir à mettre et de ce qui est partageable et de ce qui ne l'est pas. Mais soit dit entre nous, depuis 2008, on a fait ensemble plus qu'un bout de chemin. Et sincèrement, à mon point de vue, là où on en est aujourd'hui par rapport à l'avenir, ce qui nous reste à parcourir, finalement, me paraît pas extraordinaire par rapport à ce qui a déjà été parcouru. Et on a certainement déjà fait beaucoup de progrès vis-à-vis des victimes. Mais comme tous les chemins, c'est quand même dommage de s'arrêter avant d'être arrivé. Pour surenchérir un petit peu, je pense qu'il manque beaucoup de gens autour de la table. Hein. Oui, tout à fait. De notre côté, il manque les toxicologues avec la réponse toxicologique d'urgence, il manque les néonatologistes avec les réseaux de périnatalité, il manque tous les gens qui sont au niveau des SAMU. Il manque les médecins généralistes, bien sûr, avec qui on a des interfaces importantes. Bon, les ambulanciers sont là, ça c'est bien. Il manque nos psychiatres, des CUMP, qui répondent aussi à des appels. Enfin, il manque le social, on en parlait tout à l'heure au niveau de la Suisse. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas sortir de cette salle en se limitant quelque part, en tout cas de notre côté, à simplement cette vision des interventions de secours. Et puis, là, je repasse la balle à mes amis sapeurs-pompiers. Qu'est-ce qu'on fait du e-call demain ? C'est-à-dire demain, tous les véhicules vont appeler tout seuls quand ils vont avoir un accident. Qui va les prendre ? Alors, il y a des plateformes qui existent déjà. Les assurances ont mis des plateformes encore intermédiaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire qu'il faut que tout le monde soit finalement tous dans la même plateforme gigantesque. Non, je ne pense pas. Je pense que la technologie va nous apporter justement cette possibilité, cette intelligence d'avoir des choses virtuelles qui vont fonctionner ensemble. Et je crois que là, on s'ouvre plus l'avenir par cette conception des choses. Mais là aussi, c'est mon point de vue. Vous voyez, on pourrait discuter, je vais arrêter parce qu'on peut discuter des heures sur ce sujet. Mais enfin voilà, il y a ce qui se passe aujourd'hui, il y a le chemin qu'on fait ensemble, et je crois qu'effectivement, on a fait un bon chemin ensemble, et on va continuer à faire des choses ensemble. Et puis, il y a les projections sur l'avenir, ça va être comment ça va se passer, avec dedans la problème de gestion de crise, avec ces restructurations territoriales. Enfin, il y a plein d'autres choses qui arrivent dedans. Et là, je partage totalement le problème. C'est une personne qui est au milieu de tout ça. Et cette personne, il faut que tout le monde apporte sa pierre pour une prise en charge satisfaisante. Merci. Je vais passer la parole au docteur Erdgen et puis ensuite on va sans doute conclure, sauf si vous relancez quelque chose. Non, je veux pas relancer, surtout que beaucoup a été dit. On a compris qu'on n'était pas exactement du même avis sur ce point-là, mais c'est pas là-dessus où je vais surenchérir. Dire quand même l'état de notre réflexion et ce qu'ont dit ce matin les représentants des ministères. Ce matin, on avait ici les représentants des ministres. Alors, je vais parler plus près. On avait les représentants des ministres de l'Intérieur et de la Santé ce matin. Le ministre de l'Intérieur souhaite avoir des plateformes pour ses services qui soient communes. Ça, c'est une commande qui a été lancée qui est très claire. Ça veut dire le 18 et le 17. Donc ça, c'est pas un débat, c'est un projet. Et donc ce matin, ça a été dit par les représentants du ministère, il y a une première expérimentation, mais qui n'est pas destinée à voir si ça marche, qui est destinée à voir comment on va le faire marcher, qui va se passer en région centre. Deuxièmement, la réflexion, elle est sur la taille critique de ces plateformes, et à l'évidence, elle est supradépartementale, parce qu'il y a beaucoup de départements qui n'ont certainement pas la taille critique qui permet d'optimiser les ressources. Et probablement, il n'y a aucun département qui n'a en lui-même la taille qu'il faut. Voilà. Alors qu'on le fasse avec ou sans le 15, c'est la santé. La santé, c'est une option qui sera prise. Aujourd'hui, l'option, elle est plutôt sans. Et si je comprends bien, elle est plutôt de distinguer les services de secours et les services de santé. Voilà, si j'ai bien compris. Mais de toute façon, on va vers ce mouvement. Un petit mot, je fais une parenthèse. Les sapeurs-pompiers au 1812 font du conseil aux requérants. Parce que la prise en charge de l'arrêt cardiaque, c'est un bon exemple. Quelle que soit la personne qui décroche, elle appelle naturellement, non seulement d'envoyer sans aucun délai les moyens, et c'est pour ça que je pense qu'il est inacceptable qu'en 2016, on ait encore des systèmes qui ne soient pas interopérables, et ils ne le sont pas. Alors peut-être qu'on peut les délocaliser ou les localiser ailleurs et les rendre interopérables, mais aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, on continue, ça a été dit, de dicter des adresses. Mais en tout cas, le conseil, il est fait par les sapeurs-pompiers. Et dernière chose, il faudrait qu'on ait une clarification. Parce que la santé soit ou ne soit pas dans ces plateformes, pourquoi pas. Mais en tout cas, certaines choses doivent être claires sur les missions de chacun et sur l'orientation des numéros de téléphone. Voilà. On doit savoir quel numéro de téléphone appeler,
pour, de manière optimale, déclencher des secours devant une personne qui se défenestre, devant un accident de la voie publique ou devant quelqu'un qui n'est pas bien et qui a mal dans la poitrine. Et on doit le savoir assez clairement. Moi, je voudrais finir en lançant une demande à François Braun. Le 112, qui est très clairement identifié qu'un numéro de secours par l'Union européenne, qui est le numéro de secours de l'Union européenne, il arrive dans 85 départements dans les CTA 18 et dans une quinzaine de départements vers des centres 15. Nous, il y a une clarification qui pourrait exister, si on veut distinguer santé et secours, c'est que les 112 soient partout reçus, au moins sur des plateformes 18, qui deviendront des plateformes 18-17. Donc voilà ce que je vous ai dit. On va vers un mouvement qui, de toute façon, est la réunion 18-17 régionale. On entend d'autres options que celles venez tous au même endroit. Je pense que ça marche tous au même endroit, mais peu importe. On entend d'autres options, il faut être réaliste, mais il faut clarifier les choses. Et une des clarifications, ce serait que le 112, au moins, on sache que c'est un numéro secours. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas interopérable, mais qu'il a un numéro secours. Donc moi, je lance l'appel, je ne suis pas le seul, la fédération lance l'appel pour qu'au moins ce 112 soit partout, de manière homogène, abouti vers des centres de traitement de l'alerte 18-112. Merci docteur. Oui, docteur Braun, je vous laisse la parole, évidemment. Que sur le principe, je suis d'accord avec Patrick. Vous voyez, comme quoi, dans toutes les discussions, on a des choses communes. Je rappelle que le 112 a été défini par les préfets. Voilà. Et il a été probablement... Moi, j'ai un département où le 112 arrive au SAMU. C'est moi qui ai le 112. Je ne suis pas ravi d'avoir le 112, parce que autant on n'a pas de bruitage sur le 15, autant sur le 112, je ne vais pas dire qu'on n'a que ça, mais presque. Bon, ça a été aussi, je pense, choisi à une époque où les CTA étaient multiples. Et on ne savait pas vers où orienter le 112, alors que le SAMU, dès le départ, a été départemental. Donc voilà, mais je suis assez d'accord sur cette vision. Un numéro unique pour les secours, un numéro unique pour la santé. Et puis les gens ne se trompent pas, hein, les transferts entre les deux sont quand même assez faibles. Merci. Je vais conclure cette table ronde, sauf s'il y a encore des questions. Je trouve qu'une table ronde, c'est un endroit où on part d'un point A et on arrive à un point B et où on se projette vers un point C ou d'autres points. Et en vous entendant, je pense qu'on est arrivé à cet objectif, c'est-à-dire qu'on a réussi à comprendre tous les points sur lesquels vous étiez d'accord et on a aussi effleuré un certain nombre de points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord ou sur lesquels il reste encore du chemin à parcourir pour se rendre d'accord. Je vais plutôt le voir de cette manière très positive. On va entendre également que la France ne fait pas exception à des problèmes d'interconnectivité et nos amis suisses, nos voisins suisses en ont résolu une partie. On n'a pas parlé du modèle anglo-saxon avec notamment le 911 aux États-Unis qui ouvre d'autres problèmes, mais de se rendre compte qu'en définitive, il y a des solutions et que ces solutions, elles doivent être pensées, imaginées et toutes mises en œuvre. Et vous avez parlé, Monsieur Bachem, je vais reprendre votre expression, sur cette convergence des esprits, et c'est ce qui a été dit par tous les interlocuteurs, cette convergence des esprits, c'est une convergence vers le patient, vers la victime, vers le requérant. Voilà. Je vous remercie.